Émission 767. Cette semaine, Génération Canal Famille. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? L'ensemble. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur une équipe dont les membres vous font revisiter votre enfance. Je vous les présente à l'instant. Mes invités sont les auteurs de Génération Canal Famille, un livre édité chez Québec Amérique qui retrace les origines et l'historique de la populaire chaîne jeunesse Canal Famille. Simon Portelance et Guillaume Saint-Cyr sont avec moi. Salut messieurs. Bonjour. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciels de ville que j'ai vu. Hey, c'est pas cacophonique du tout, hein? C'est Il vraiment n'y avait dégueulasse. aucun décalage. Aucun. Je pense en Mais fait c'est pas que grave. quand on a commencé à chanter, Simon, son image assez comme pixelisée, fait que je sais qu'il y a eu une latence, fait qu'il était un petit peu en arrière. Belle façon d'introduire l'émission. Pas bien. Mon ami Benoît va pouvoir tout faire du montage avec ça. puis on nous s'entend syncer, pas, ça va là. être super beau. J'ai plein d'affaires à faire en ce moment, en plus. Puis Oh je veux juste là, qu'on- maudit, les gars! Maudit Colin, là. Mais je vais C'est- contextualiser un peu pour les gens à la maison là, qui entendent bien qu'on est en différé. Habituellement, on enregistre, on diffuse les lundis le show des Mystérieux Étonnants, puis il est disponible en balado durant le cours de la soirée. Mais là, il y a comme une conjoncture de plein d'affaires en même temps. Là. Il y a comme plein d'affaires qui se sont liées. Et dans 2 semaines, c'est le début de le mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants qu'on fait depuis maintenant 3 ans, depuis le début de la pandémie. Donc, c'était comme impossible de dédier un show à Génération Canal Famille. Puis je voulais en faire un parce que Guilla en parle depuis longtemps. Simon aussi t'en jasait de temps en temps durant les entrevues. Donc, je voulais faire un show dédié à ça. Et normalement, donc, j'aurais repoussé le show d'une semaine. Et là, on ne pouvait pas. C'était impossible parce que vous aviez votre lancement. Et après, il y avait l'Halloween des Mystérieux qui commence. Donc, on s'est dit, on va faire un show différé. On va l'enregistrer puis on va dédier ça à votre livre qui vous a pris quand même 3 ans de recherche et d'écriture. C'est quand même assez impressionnant. Je l'ai reçu, merci. C'est extraordinaire. Je vais vous le dire, là, je suis... pour les gens à la maison qui disent, ben là, c'est du monde que tu connais, Guilla, c'est ton ami, t'es pas C'est objectif. du népotisme. Félicitations, vous êtes très... oui, mais non, pour vrai, c'est tout un accomplissement. Et je l'ai commencé en parlant justement de l'origine du projet parce que... Non, avant ça. Ah, tu voulais Qu'est-ce pas qu'on qui est aille dans Canal- les sorties Blu-ray? Non, pas les sorties Blu-ray ou... Qu'est-ce que... on file. Non, les sidérés, Calis, c'est quoi Voyons. ça fait? Voyons, Calis. Bienvenue à Choc. Hey, sacrément, oui, non, ça aurait été pire à choc. Non, je vais parler du début. Je vais parler, en fait, pour les gens qui sont plus jeunes, parce que vous êtes un peu plus jeunes que moi, mais les gens qui sont dans la jeune vingtaine qui nous écoutent, et les Européens, Canal Famille, c'est un peu un mystère. Là. C'est pas des gens qui ont connu ça nécessairement. Je voudrais que vous présentiez, c'était quoi cette chaîne-là, Canal Famille? Pour les Canal Français, Famille. ce serait quoi l'équivalent, mettons? C'était Canal J. Il y avait Canal J, mais en fait, Canal Famille, c'était une chaîne dédiée aux 3 à 14 ans qui a été en ondes de 1988 à 2001. C'était une chaîne qui carburait beaucoup au contenu québécois, donc au contenu local fait par des artisans de notre province. Puis il y avait également des acquisitions qui venaient d'un peu partout, que des Français ont peut-être connus, comme Inspecteur Gadget, les Amis Ratons, Chair de Poule, Megabug, il y en avait vraiment beaucoup, mais Pas de pitié pour les croissants. pas de pitié pour les croissants. Oh là là, les copains! Ça a fait Bon, au village. Là, vous avez retrouvé les Européens. Ils comprennent la référence. Oh oui, Ouais. je suis sûr. Bioman. Je suis sûr que les Européens de 20 ans sont comme « Ah oui! Oui, les Oui. Européens de 20 ans qui trippent sur pas pitié sur les croissants. Oui, Bernard Minet, qui Ben ne oui. le connaît pas. Mais en Mais même ouais, temps- fait que c'est pas mal ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'à l'époque, c'était je ne vais pas dire que c'était une révolution, mais la télé en général, pas juste au Québec, mais particulièrement au Québec, il y avait comme 3 chaînes, là. C'est venu un peu révolutionner l'offre, parce qu'on était ailleurs là, au niveau de l'écosystème télévisuel. » Ouais. Ben, Il faut y avait dire... déjà- Ouais, c'est ça. Ben, 2 ans avant Canal Famille, il y avait TQS qui était arrivé. Puis Musique Plus aussi. Fait qu'on avait peut-être 5 chaînes au moment où est-ce que Canal Famille est rentré. Mais il y avait des chaînes communautaires expérimentales.
Comme TVJQ qui existait, TVSQ, en tout cas, il y en avait vraiment une panoplie. Ouais. Mais c'est vraiment, à ce moment-là, vraiment, quand ils ont lancé Canal Famille, ils ont lancé également TV5 puis Météo Média la même journée. Fait qu'en un jour, l'offre a pratiquement doublé en télévision au Québec. Puis la poussée a continué dans les années qui viennent. Mais oui, effectivement, c'était une révolution. C'était la première fois qu'il y avait une chaîne dédiée exclusivement aux enfants, disponible partout au Québec, puis dans l'Ontario francophone également. C'est un peu arrivé en même temps que le câble, parce que je me souviens, quand j'étais jeune, on était encore avec les oreilles de lapin, là, les antennes pour trouver les postes. Donc, est-ce que la Canal Famille est un peu arrivé en même temps que l'adoption du public du câble? Parce que je me souviens, moi, le câble, quand j'étais jeune, c'était the big deal. C'était comme les riches pouvaient se payer le câble. C'est comme ça que ma mère en parlait. Il y avait déjà le câble fin 70, début 80. Le câble est arrivé. Les chaînes câblées, mais comme Simon disait, c'était TVJQ, TVSQ, qui était genre Télévision des jeunes du Québec, Télévision des sports du Québec, qui étaient des chaînes expérimentales où, tu sais, c'était des chaînes communautaires, tu sais, il n'y avait pas de budget, tu ne retrouvais pas grand-chose là-dessus, fait qu'il n'y avait pas nécessairement une plus-value à s'abonner au câble, à moins que tu sois vraiment un télévore. Mais l'avantage, c'est que tu avais accès à des chaînes américaines. Ouais. Pas des chaînes canadiennes anglaises que tu n'aurais pas eu accès autrement. Fait qu'il y avait cet avantage-là quand même. C'est ça, mais tu sais, pour un public francophone québécois, c'était pas la manne. Par contre, à partir des années fin 80, début 90, là, justement, TV5, Canal Famille, Musique Plus, fin des années 80 aussi, tu sais, toute la prolifération du câble, puis avec des réseaux comme Astral, tout ça, qui ont donné un lustre aux chaînes câblées, un boost, puis tu sais, donner une télévision qui a peut-être plus de qualité que ce qu'on retrouvait dans les années 80. Puis c'est quand même fascinant le phénomène des chaînes câblées, là, tu sais, aujourd'hui, ça existe, tu sais, elles ferment les unes après les autres parce qu'il y a les plateformes, mais tu sais, les années 90-2000, c'est la grosse époque des chaînes câblées, là, surtout 2000, mais tu sais, c'est une époque en télévision qui est non négligeable. On dirait qu'il y avait comme une chaîne qui ouvrait par semaine à un certain point. Vous avez mentionné TVJQ. Est-ce que c'est la chaîne de laquelle un peu descendent Canal Famille est né? Parce que vous retracez initialement dans le livre les origines de Canal Famille. Puis bon, il y avait une question de licence. J'aimerais ça que vous contextualisiez un peu pour les gens à la maison. Parce que même moi qui ai connu le début de Canal Famille en tant qu'enfant, on s'entend que je n'étais pas du tout au fait de toute la politique derrière. Comment c'est arrivé, ça, l'espèce de naissance des centres de TVJQ? C'est que, en fait, TVJQ était une chaîne jeunesse expérimentale communautaire qui appartenait à Vidéotron. Puis Vidéotron était également un câblo-distributeur qui était le plus gros à l'époque. Il l'est encore aujourd'hui. Ben, un des gros aujourd'hui encore. Ça, c'est avant l'acquisition de TVA de Vidéotron, c'est ça? Exactement. Okay. C'est à l'époque que ça appartenait à la famille Chagnon. Mais à cette époque-là, c'est qu'il y avait comme une licence. Puis pendant 2-3 ans, le CRTC s'est dit « Ouais, on va implanter des chaînes spécialisées éventuellement, mais on voulait tester le marché un peu avant. » Fait qu'ils ont pris ces chaînes ces chaînes communautaires-là, puis ils les ont distribuées à la grandeur du Québec à partir de 1986. Puis après ça, ils ont dit « OK, ben on va donner des permis à des compagnies, à différentes compagnies pour qu'ils opèrent différentes chaînes spécialisées. » Puis là, c'était à différentes compagnies d'aller faire un peu leur pitch de « Hey, nous, on propose telle affaire. » T'avais une licence jeunesse, t'avais une licence... ce qui est devenu TV5, je pense que ça s'est fait un petit peu naturellement parce que TV5 Monde existait déjà. Puis il y avait la météo. Puis il y avait les sports. RDS est arrivé l'année d'après, en 89. Fait que c'était un peu comme un appel d'offres. Fait que différentes compagnies faisaient « OK, nous, on présente tel projet pour faire une chaîne pour enfants. » Il y en a eu au moins 3 ou 4, je te dirais, qui se sont présentés. Il y avait TVJQ qui aurait voulu continuer, en fait, mais avec des vrais moyens. Il y avait Astral qui était arrivé avec Canal Famille. Puis il y en avait un autre qui était un ancien député fédéral qui s'appelait Francis Fox qui avait présenté un projet qui n'a pas été pris. Mais c'est qu'il y avait comme une case pour chacune un peu des catégories de chaînes spécialisées. Puis ça a tout le temps été un peu de même. Donc, si on voulait faire rentrer Canal Famille, il fallait faire tasser quelqu'un. Il fallait prendre la place de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a fait que TVJQ a perdu leur permis de diffusion? Est-ce qu'on le sait? Je sais qu'à l'époque, l'association des câblos-distributeurs avait vraiment pris le bord de TVJQ. Puis finalement, il y a vraiment eu un revirement. On ne sait pas. Malheureusement, on n'a pas vraiment parlé à des gens qui ont fait cette démarche-là d'aller vendre Canal Famille au CRTC.
Mais je pense qu'il devait avoir un plan assez solide pour qu'eux fassent « Ok, ouais, eux autres, ils ont quelque chose que les autres ont pas. » Pour une chaîne qui est déjà en plus en place pour les tasser, ça devait être assez impressionnant là, comme Ouais, proposition. c'est ça, il devait avoir un super bon plan qu'on n'a pas vu malheureusement. C'est comme le petit bout qu'on n'a pas été capable de... Mais tu sais, on s'est beaucoup fié à des articles de journaux pour raconter cette histoire-là. Mhm. Mais ouais, c'était pas mal ça. Puis faut dire que dans les années 90, il y avait tout le temps, à tous les 2-3 ans, il y avait tout le temps une nouvelle batch de chaînes qui débarquaient. Puis la chaîne débarquait jamais tout seul, c'était tout le temps des vagues. Ouais, Il y a eu la vague Canal D puis RDI, c'est arrivé en même temps. C'était big. Télétoon puis Musimax puis LCN sont arrivés en même temps. Puis après ça, t'as eu Historia, Série Plus, puis il y en a une troisième. Z Télé, c'est arrivé en même temps. Il y en a eu 4 en même temps. Il y en a eu 4 en même temps. Ah non, ouais, ben, en tout cas. Ouais, c'est ces 3-là, ouais. Mais Vous avez ça, parlé. Vous disiez que la chaîne était dédiée aux jeunes jusqu'à à peu près 14 ans. Ce qu'on n'a pas spécifié, puis c'est une erreur que les gens font qui n'ont pas connu Canal Famille, c'est que c'était pas une chaîne éducatrice. Même s'il y avait du contenu éducatif dans le cadre de certaines émissions, il y avait un certain aspect pédagogique, mais c'était pas la mission de la chaîne. C'est une chaîne généraliste, en fait. C'est une chaîne qui veut offrir le plus de contenu diversifié possible. Fait que oui, tu vas avoir du contenu plus éducatif. Dans Bibi, tu vas avoir plein d'affaires éducatives. Mm-hmm. Mais tu vas avoir des émissions plus relaxes, plus relâchées. Tu sais, Télépirates, oui, il y a toujours un contenu éducatif par la barre, mais tu sais, Télépirates, les 2-3 premières saisons, c'est beaucoup plus lousse. Ouais. Tu sais, comment réchauffer une saucisse en la mettant dans un thermos chaud, là? Oui, on s'entend que t'apprends pas grand-chose avec ça, pis c'est bien correct. Mais c'est ça, tu sais, c'est une chaîne généraliste. Fait que tu vas t'en retrouver des dessins animés, tu vas retrouver l'inspecteur AZ qui est peut-être plus ludique, là, avec Mario Saint-Amand, on découvre les métiers, tu sais. Mais t'apprends pas d'un zigoto, par contre. Là. Non, c'est ça. C'est pas le but d'apprendre. Le but, c'est de t'amuser. Il y a toujours quelque chose que tu finis par retenir, mais ça va être par des affaires plus ludiques. T'sais, mettons, Schlack, qui était très grunge, là, qui était très l'hybride entre Canal Famille et Musique Plus, qui était un quiz sur la culture populaire. Mm-hmm. Tu vas apprendre, mettons, que Dédé Fortin, il est québécois, tu sais, il est pas français. Oh. C'est le genre de questions qu'il posait. Au calibre. Au calibre. Non, mais tu sais, des fois, il y a toutes sortes, tu sais, il fallait mettre le plus de genres d'émissions possible, puis ça, ils ont maintenu ça quand même jusqu'à la fin. T'allais dire, Simon? Ouais, ce que j'allais dire, c'est que oui, ils voulaient pas... En fait, la priorité, c'était de ne pas offrir des calories vides. C'est-à-dire que l'émission, il y ait un minimum de qualité, un minimum... Tu sais, que tu ressors de cette expérience télévisuelle-là avec quelque chose. Que ce soit des émotions, que ce soit d'avoir eu du fun, que ce soit d'avoir ri ou d'avoir appris quelque chose. Mais fallait pas... Tu sais, Canal Famille ont tout le temps été très rébarbatifs, en fait, au contenu japonais, au contenu très marketable. En tout cas, ça, des trucs comme Batman, ça a pris du temps avant que ça se retrouve à Canal Famille. Puis c'était comme trop considéré violent, tu sais, c'était trop considéré... Batman, The Animated Series, ouais, c'était particulièrement violent. Je peux comprendre, en fait, que la chaîne a eu certaines réticences. On a parlé un peu de l'origine de la chaîne, le mandat, en fait, de la chaîne. Mais moi, je voudrais parler aussi de l'origine du projet, probablement une histoire que vous allez raconter beaucoup dans les prochains jours, parce que le livre sort le 28, c'est ça, en librairie, si je me souviens bien. Donc, vous commencez à faire la tournée des différents médias. Parlez-nous du projet, de l'origine, parce que vous collaborez dans le cadre du groupe humoristique Les Pile-Poil. Toi, Guy, aussi, tu es auteur pour À la semaine prochaine. Bon, vous êtes dans le milieu de l'humour, vous écrivez, évidemment, vous avez écrit le livre. Mais est-ce que vous connaissiez avant de partir le projet? Comment ça a été? Pas en tout. Moi, j'avais écrit à Simon... je le suivais sur Internet, je savais qu'il y avait déjà une passion pour les trucs un peu nostalgiques, un peu du passé. J'ai proposé d'aller prendre une bière par Facebook, par Messenger. On est allé prendre une bière, puis on a rapidement commencé à parler du Canal Famille, puis on se rendait compte que nos connaissances... On n'avait jamais rencontré quelqu'un qui pouvait nous challenger dans nos connaissances sur le Canal Famille, puis qu'on buildait déjà quelque chose, qu'on construisait quelque chose avec nos idées sur le Canal Famille, puis... On s'est dit, il serait cool qu'il existe quelque chose un jour sur le Canal Famille. Est-ce que ça pourrait être un documentaire? Est-ce que ça pourrait être un podcast? Ça pourrait être un livre? Puis un matin, genre 3 ans et demi plus tard, un matin d'été, Simon, il m'appelle, puis il avait rêvé au livre qu'on le faisait, puis on est embarqué dans le projet. Moi, j'étais en peine d'amour. Moi, j'avais rien à faire pendant cet été-là, entre guillemets.
Parce qu'on se disait que ça allait être un projet d'été, puis ça allait être Et fini. boy, ça a duré 3 ans. Finalement, ça a été 3 ans et demi de travail et de rencontres. Fait que c'est un peu comme ça que c'est né, puis on s'est... Comme ils disent dans C'est comme ça que je t'aime, c'est un engrenage, puis ben, c'est ça, on s'est mis les doigts dedans, puis on pouvait plus s'en sortir après déjà 10 entrevues. Ben, justement, vous disiez que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui pouvait vous challenger par rapport à votre connaissance des émissions de Canal Famille. Corrigez-moi si je me trompe, vous êtes un peu plus jeune que moi. Moi, j'ai connu le début de la chaîne, je m'en souviens là, par bride. Là, j'ai des souvenirs quand même assez forts, mais c'est aussi très flou parce que c'est loin. Mais vous n'avez pas connu l'âge d'or de Canal Famille. Donc, de où vous tenez vos connaissances ou de où vous tenez votre attachement à la chaîne? Ben, c'est une chaîne pas de budget, fait qu'il y avait des reprises constamment. Mm-hmm. Fait que plus tu mets des reprises, tu sais, des émissions de 1988 qui ont été diffusées jusqu'en 94, 95, quasiment 96 des fois, tu sais, puis... Là, c'est là où vous les avez Oui, c'est ça, parce qu'ils ont fini par jouer. Il y a des affaires que non, ça n'a pas joué, des affaires qu'on a découvert. Simon puis moi, en écrivant le livre, des émissions qu'on se doutait même pas qu'elles existaient. Mais c'est ça, tu sais, par les reprises. Mais tu sais, c'est des souvenirs d'enfance, des fois tellement précis de regarder la télévision, que ce soit avec Sur la rue Tabaga, ou tu sais, beaucoup de Radio Enfer, beaucoup de Dans une galaxie près de chez vous, là, ça c'est sûr. Mais tu sais, juste au niveau du studio, moi je me rappelle de plein de sketchs. Très précisément, là, même sans aller sur YouTube, je les voyais encore dans ma tête quand on s'est rencontrés. Oui, particulièrement Télépirate. Je sais qu'on a échangé cette semaine, Guilla, puis je te parlais de la première toi, animatrice qui était là. Que je me souviens qu'elle est partie à un moment donné, puis ils l'ont remplacée par Élise Marquis. Ouais, puis tu Isabelle me dis, Rosa. c'est la seule personne qui nous a jamais parlé de cette fille-là. Là. Mais moi, c'était comme fort dans ma tête de jeune. Je suis comme, mais pourquoi elle est partie? Pourquoi est partie la madame? Qu'est-ce qui s'est passé? je me souviens même de l'entrée d'Élise Marquis, c'est que les gars parlaient, puis à tout le moins Christian, je sais pas si Guy était dans le plan, mais t'as Élise Marquis qui passe en background comme si elle marchait pour aller prendre le métro. Puis hey, ça te tente-tu de participer à une émission de télé? Puis OK. Puis ça a été comme l'entrée de jeu dans l'émission. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la structure du livre parce que je la trouve assez intéressante. C'est séparé par année, par saison en fait. Et il y a des témoignages, c'est séparé par chapitre d'émission. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui ont déjà été considérées pour le livre ou celle-ci était d'emblée celle que vous avez adoptée? Au départ, on avait déjà un peu celle-là, mais il était supposé avoir une deuxième partie au livre qui était un peu plus de la création en lien avec Canal Famille, des fanfictions, des témoignages de personnalités qui ont vécu quelque chose en lien avec tout ça. Mm-hmm. Mais rapidement, on s'est un peu rendu compte que c'était... Tu sais, il y avait eu le livre de Bleu Nuit qui c'était un petit peu ça. Mais on s'est rendu rapidement compte qu'il y avait assez de matière pour faire un livre sur Canal Famille uniquement en se concentrant sur ce qui s'est fait à l'époque. Puis on s'est dit, ben tout ce qui vient du public, on pourra mettre des petites bulles un peu partout, juste pour que le public soit un peu représenté là-dedans. Mais c'est ça, au départ, on avait eu cette idée-là, puis ça a rapidement pris le bord au profit de faire des entrevues, en fait. Ouais. On s'était dit, rendu là, on va approcher des comédiens, on va... Ça, au début, on s'était dit qu'on allait en rencontrer peut-être, sans sous-estimer le chiffre, mais sans qu'on s'était dit une cinquantaine, de quoi de même. On s'était fait une liste de 50 à peu près. Puis ça n'a pas été long que c'est devenu 100, que c'est devenu 150, que c'est devenu 200, puis que ça s'est rendu à 250 finalement. Puis ça a été la meilleure décision à faire parce que le livre est très complet. Tout ce que les gens veulent savoir sur ces émissions-là sont là. Puis c'est bourré d'informations que les gens n'ont jamais lues nulle part ailleurs. Donc, le 40$ pour acheter le livre vaut la peine, là, vraiment. Ouais, c'est bourré d'informations. Donc, les témoignages qu'on retrouve un peu ici et là dans le livre du public, ça vient de la structure d'origine où on voulait comme faire parler les gens qui écoutaient Canal Famille. D'une certaine façon, tu sais, on avait plus prévu approcher, disons, des auteurs, des gens qui peuvent écrire quelque chose de 2, 3, 4, 5 pages, mais finalement, on s'est dit, bon, on a fait des appels à tous sur Facebook. Hey, avez-vous des anecdotes? On en a reçu peut-être 600. Puis on a gardé vraiment les 35 meilleurs qui avaient le plus de jus, selon nous. Mais c'était vraiment dans l'optique de représenter le public dans ce livre-là, parce que Canal Famille, c'était une chaîne où est-ce que les jeunes pouvaient aller aux zigotos, ils pouvaient participer au concours de Télépirate. C'est très... Tu sais, tu pouvais assister à Radio Enfer, tu pouvais aller assister au studio. C'était une chaîne où est-ce que les jeunes étaient beaucoup appelés à participer d'une façon ou d'une autre. Fait qu'on voulait un petit peu refléter ça semi-inconsciemment, que le public ait des petits bouts dans le livre quand même. Tu sais, on a retrouvé des participants des Zigotos puis d'Opération Caméléon avec qui on a fait des entrevues. Donc, ça, on a pu quand même garder un petit peu
la vision des gens qui ont écouté Canal Famille, puis de les mettre un petit peu dans le livre quand même. Mais c'est sûr que le cœur, c'est les gens qui l'ont fait à l'époque. Il y a les dates de diffusion, puis il y a les dates d'origine de diffusion de certaines émissions. Par exemple, un dessin animé qui aurait été diffusé au Japon, on sait qu'il a été diffusé de telle date à telle date, puis ici de telle date à telle date. Il y a beaucoup d'informations, c'est extrêmement détaillé. C'est moi ce qui m'a impressionné. La granularité de l'information est assez incroyable. Comment vous êtes allé chercher cette information-là? Vous ne pouvez pas juste vous rabattre sur des témoignages? Non, c'est mettons, pour les grilles horaires, c'est beaucoup dans les télépresses. Tu vas fouiller, ça se retrouve assez facilement. Tu sais, toutes les télépresses sont numérisées sur le site de la BANQ. C'est quoi les télépresses? Télépresses, comme les télé horaires. Ouais, c'était les grilles horaires qui étaient publiées dans la presse jusqu'à temps que la presse cesse d'imprimer, finalement. Mais tu sais, c'est un peu un genre de TV hebdo, mais plus mince. Tu sais, cette semaine, il y a telle affaire qui joue, t'avais toutes les grilles, t'avais aussi plus détaillé, mettons, là, telle heure, il y a telle affaire qui joue avec un petit résumé en dessous pour les téléromans, des choses comme ça. Fait que ça se retrouve de cette manière-là. C'est très fastidieux, là. Faut fouiller longtemps, des fois, pour les retrouver, mais tu sais, comme c'est numérisé PDF, tu peux taper le mot, puis il va approximativement te le retrouver. Ouais, c'est ça. Mais la première chose que moi j'ai fait au début, avant même de faire le livre, qu'on savait qu'on allait le faire, mais que j'ai comme fait un peu ça en préparation 2-3 années avant, ça a été de retranscrire les grilles horaires de chaque saison de Canal Famille dans des documents Excel. Donc, de cette façon-là, ça a été facile de dire, OK, ben tu cherches telle émission, ben tu vas voir jusqu'à quelle grille elle apparaît, puis tu dis, OK, ben si elle apparaît plus après mai 96, ben c'est ça a fini en 96. Fait qu'on a été capable pour chaque émission de donner une durée de temps très précise de cette façon-là. Hey, c'est un travail de moine, là. C'est recouper beaucoup d'informations. Je vais être curieux de voir la réaction des gens qui ont travaillé sur la chaîne quand le livre va sortir. Est-ce que vous avez déjà eu des échos? Est-ce qu'il y a des copies de presse que vous avez envoyées aux gens qui travaillent derrière le rideau déjà? Au moment où on se parle, il y a des comédiens qui l'ont reçu, puis on a reçu 2-3 témoignages de « Hey, bravo les gars, c'est vraiment le fun ». On a eu vraiment des beaux mots de la part de 3-4 personnes, mais les gens qui étaient à Canal Famille en tant que tel, les patrons l'ont pas vu encore. Ils vont le voir au lancement lundi. Fait qu'on va être là pour voir leur réaction. Fait qu'on a bien hâte. Le test ultime. Par contre, je veux dire, par rapport aux grilles horaires, quand on amène le livre du monde, quand il y a des gens qui nous l'achètent, parce que nous, on en a déjà des copies, puis on les vend à nos amis, à nos proches. Puis quand ils commencent à l'ouvrir puis qu'ils voient les grilles horaires, ils sont toujours super impressionnés par ça. Puis je m'attendais pas. J'ai vraiment réagi comme ben voyons, ça pas. Ben... Non, mais moi je m'attendais. Tu sais, hier, j'étais chez Jake Dion, puis il est comme il y a des grilles horaires. Puis tu sais, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit. Mais tout le monde est comme à telle heure, il y avait telle émission. Puis je suis comme voyons, vous trippez là-dessus. Les autres, on s'est juste dit. En plus, les grilles, on les a mis, c'est parce qu'il y avait des pages de garde qui servaient à rien. Fait qu'on se dit, mais rendu là, on va mettre des grilles. Tu sais, ça va être visuel, ça va être le fun. Puis ça va rappeler un peu la routine des gens en revenant de l'école ou avant d'aller à l'école le matin. Dire, ah ouais, quand j'étais en 5e année, j'écoutais ça, puis ça, puis ça avant de partir le matin. Tu sais, c'était un peu dans le cette matin ou quand tu le manquais parce que l'autobus arrivait, ben, tu le pognais le soir en revenant. Ça m'a rappelé ce souvenir-là en regardant une des grilles. C'est ça qui se passe, c'est que les gens font comme ah oui, je revenais de l'école, puis je regardais telle affaire dans l'ordre, telle émission. Ah oui, puis tu peux même des fois l'associer à ah oui, je me souviens telle journée après avoir regardé Megabug. Je me souviens pendant un épisode de Megabug, il s'est passé telle affaire. Tu peux pas te dire la date précise, mais ça te contextualise une journée puis une heure où quelque chose a pu arriver. Je regardais quand je vous parlais de granularité de l'information, vous êtes même allé chercher la gagnante d'un concours de poésie que Canal Famille a amené en Afrique dans les années 90. Tu sais, ça c'est un niveau là, presque sociopathe. Mais c'est parce qu'on s'en est fait parler de cette jeune fille-là, puis celle qui nous en a parlé, c'était Marie-Claude Roussin, je pense, Simon, qui nous en a parlé, puis elle est encore impressionnée 30 ans plus tard par cette jeune femme-là qui avait écrit un poème sur l'écologie, sur les arbres. Puis on s'est dit, ben, on va fouiller sur Facebook, voir si on la trouve, puis... c'était Katia, son nom? Je sais pas le nom. Non, c'est Sandra Picard. Sandra Picard.
Ouais, Katia, c'est non. Tu sais, Sandra Picard, tu cherches sur Facebook, tu la retrouves relativement facilement, tu regardes un peu son visage, tu fais OK, ben elle doit avoir entre tel âge, tu lui envoies un message, tu lui dis hey, c'était-tu toi qui avais gagné? Puis, tu sais, ce qui nous a aidé, c'est qu'aujourd'hui, elle travaille dans des milieux, elle travaille à l'international, dans des milieux qui gèrent des trucs à l'international. Fait que tu te dis, ouais, il y a une connexion, il y a un certain lien. Tu regardes aussi sa ville d'origine, concorde avec la ville d'où elle a, qu'on nous a dit. Fait que tu sais, ça se retrouve. Puis là, tu envoies un message, t'espères qu'elle va le voir, puis qu'elle va répondre. Puis dans son cas, ça a été ça. C'est ça, je me demandais dans le cas de Sandra Picard, mais aussi les intervenants, que ce soit les gens derrière le rideau ou les artistes, quel type de réaction vous receviez quand vous contactiez les gens? Est-ce que les gens étaient ouverts, ils étaient méfiants, ils vous demandaient c'est quoi ce genre de projet-là? Quelle était la réaction? En règle générale, je te dirais que tout le monde était content. C'était vraiment comme « Hey, wow, c'est bien le fun comme projet, c'est intéressant. » Tu sais, on avait... ils nous donnaient déjà du jus en partant juste par leur réaction. Il y a quelques personnes qui étaient un peu... Ouais, ok, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire. Tu sais, il y a quelques personnes qui sous-estimaient un peu leurs souvenirs, qui avaient l'impression qu'elles allaient nous donner une entrevue plate. Fait qu'il a fallu comme un peu les convaincre de non, let's go, il n'y a pas de trouble, c'est une mémoire collective. Si tu nous donnes une anecdote, ça va être une anecdote, elle va être bonne, elle va être bien placée, puis il va y avoir d'autres gens pour builder autour dans le pire des cas. Puis finalement, souvent, ceux qui étaient le plus hésitants à embarquer, c'est eux qui en avaient le plus à dire en bout de ligne. C'est quand t'ouvres la porte de la mémoire, des fois ça déboule, puis t'es comme OK, mais finalement c'était une entrevue vraiment intéressante. Avez-vous un exemple d'une anecdote qui a amené un morceau d'information ou une autre anecdote ou un autre invité? Ben, il y en a beaucoup, mais tu sais, je pense dans les derniers, il y a Anne-Claude Chénier qui était dans Radio Enfer, qui jouait Camille. Elle, ça a pris, je pense, 2-3 fois pour la convaincre. Tu sais, c'est une fois qu'on a eu passé tout le monde, là, elle a accepté. Avant ça, elle était comme, ah, tu sais, j'ai pas vraiment de souvenirs. Je sais pas ce que je pourrais apporter. Puis finalement, elle nous a raconté une super anecdote, mettons, sur le plateau, il y a son frère qui, ironiquement, s'appelle Simon Chénier. Pas le Simon Chénier qu'on connaît, mais... mais le Simon Chénier est passé à Canal Famille, hein? Oui. On en parlera tantôt, ouais, dans mais, le château des enfants ou quelque chose comme ça. C'est ça, tu sais, son frère avait deux hamsters ou deux cochons d'Inde. Il y a le personnage de Jean-Loup qui a un cochon d'Inde qui s'appelle Tiboule, puis il y a un épisode où est-ce qu'il voulait l'avoir. Ben, tu sais, Jean-Loup, c'est un personnage excessif, c'est un personnage qui bouge beaucoup. Il a joué... le personnage, dans le show, ça appelle à ça. Il joue avec les deux cochons d'Inde pendant tous les tournages. À la fin de la journée, il y a un des cochons d'Inde qui a rendu l'âme parce que ça l'a trop stressé. Tu peux pas vraiment mettre la mention « Aucun animal n'a été maltraité durant le tournage de cet épisode ». Mais bon, tu sais, ça tient à rien, un cochon d'Inde ou un hamster non plus. C'est pas une immense perte, mettons. Mais tu sais, ça, c'est le genre d'anecdote qu'elle a fini par nous amener, qu'on peut mettre dans le livre parce qu'on fait, ben tabarouette, c'est donc ben bon, tu sais. Mais sinon, tu sais, oui, il y en a beaucoup là, qui nous ont dit « Hey, mais il faut que vous parliez avec un tel. » Claude Legault, ça a été une entrevue de 3h30, puis à la fin, c'était lui qui était sur son téléphone, quasiment en train d'appeler le monde pratiquement devant nous autres, puis... Une semaine après, il nous relançait. « OK, j'ai parlé avec telle personne, là. Vous allez avoir une entrevue telle journée. Voulez-vous rencontrer le gars qui a designé le Romano Fafard? Voulez-vous... » C'est incroyable. Là. Donc, c'est par les invités que vous avez eu des portes qui se sont ouvertes pour d'autres personnes. Parce que vous avez retracé, non seulement, c'est ça, les acteurs, les interprètes de certaines émissions jeunesse, les gens dans l'arrière-scène, mais aussi le concepteur du logo d'origine de Canal Famille. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. Pouvez-vous nous parler un peu de cette rencontre-là? J'imagine que c'est un projet parmi tant d'autres dans la vie d'un graphiste. Qu'est-ce qui en retenait? Ben, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on est rentré en contact avec lui parce qu'il y a un gars qui suivait Canal Famille 2.0 qui avait dit « Hey, le gars qui a créé le logo de Canal Famille m'a déjà enseigné. » J'avais vu ça passer, j'ai fait « Ah, ben là, il a écrit ça comme 2 semaines avant qu'on commence à écrire le livre. » Fait que là, j'y ai écrit, j'ai dit hey, « Écoute,
peux-tu nous mettre en contact? On aimerait ça le rencontrer, ça serait le fun. Puis c'est arrivé, puis ça a été une entrevue vraiment intéressante. C'est Mario Vallée qui s'appelle. Mario Vallée. Il a fait plein de logos. Il a fait beaucoup de. À l'époque, il travaillait pour Super Écran, puis pour Astral. Il était comme contractuel pour eux. C'est-à-dire, il l'appelait quand il avait besoin d'un. Tu sais, il n'était pas employé, mais tu sais, il se faisait souvent contacter pour Hey, on aurait besoin d'un logo pour telle affaire, puis c'est lui qui le faisait. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, il s'est mis à enseigner, puis souvent, dans ses cours, il montrait les différents logos qu'il a créés, tu sais, pour montrer j'ai fait ça, tu sais, pour donner des exemples. Puis il arrivait tout le temps à montrer Canal Famille, puis la réaction dans la salle, c'était comme aïe aïe, c'est lui qui a fait ça, tu sais. Mon Puis, prof, c'était shit. mais ça a été super intéressant de voir sa perspective. Il nous racontait que les arbres, ça l'avait inspiré beaucoup quand il était enfant, puis qu'il a voulu transmettre ça. Le fait que l'arbre est orange, il voulait que ce soit impressionniste un peu, qu'on soit un peu dans l'imaginaire, qu'on soit pas dans le réel nécessairement. Puis il est même revenu sur la grille d'arrière-plan qu'il y avait dans le logo au début, en disant que c'était vraiment superflu, puis que si c'était à refaire, il le referait pas. C'est vrai que c'est superflu dans le logo. Ça sert à rien. Ça On rappelle l'a la pas télévision, mais ça sert à rien. Ouais, vous l'avez pas pris dans votre couverture. C'est ça. Ben, à l'intérieur, on peut le voir là, à certains endroits, mais comme pour la promo, tout ça, on a fait, on enlève ça, là, c'est pas nécessaire. Mais puis ça amène à un point. Ce qui est intéressant avec notre livre, c'est que ça arrivait souvent que des gens étaient très critiques envers ce qu'ils ont fait à l'époque. Je peux penser même aux dirigeants de Canal Famille qui reviennent sur certaines productions en faisant « Ouais, non, ça, on l'avait pas avec ça, ça marchait pas, puis on s'est trompé. » Puis les comédiens, c'est la même affaire. Il y a des gens qui... beaucoup de gens étaient ouverts à dire c'était quoi qui marchait, c'était quoi qui marchait pas. Donc, ça a donné un livre qui, oui, verse dans la nostalgie, mais on n'est pas dans une nostalgie aveugle où est-ce que tout était beau, tout était parfait, tout était meilleur avant. Non, il y avait des bonnes choses avant qu'on voit moins maintenant. Mais il y avait des mauvaises choses avant aussi. Chaque époque a ses forces et ses faiblesses. Puis, fait qu'on a vraiment voulu mettre ça de l'avant, que c'était pas parfait Canal Famille, c'était tout croche des fois. Là. Qu'est-ce qui transparaît d'ailleurs du livre, puis vous avez confirmé un sentiment que j'avais en tant que jeune enfant en écoutant la chaîne, c'est que c'était une chaîne qui avait peu de moyens, très DIY. Les productions filaient très DIY, donc ça collait, tout avec du tape et de la gomme, là, essentiellement. Puis c'est confirmé dans le livre, vous le dites souvent. En fait, les intervenants le disent souvent. On n'avait pas de moyens, on a essayé de faire n'importe quoi. Mais ça faisait que la station avait une identité très, très particulière qui se fait plus en télé. C'était pas du communautaire, mais c'était pas de la haute production non plus. Ça fait partie de l'identité de Canal Famille pendant longtemps, ce côté-là DIY. Ouais, il n'y a rien qui est liché et lissé comme on peut le trouver dans les productions aujourd'hui. Ben justement, mettons Télépirate. Moi, je trouve que Télépirate, c'est du punk pour enfants. C'est parfait, Télépirate. C'est UHF et Wayne's World, mais pour les kids. Genre. Exactement, avec un petit côté, surtout les premières saisons encore, mais côté très irrévérencieux. Il avait mis en background des photos des gars de RBO. Il avait mis plein de photos de personnes que tu comprends que c'est un peu leurs inspirations dans l'univers. Les costumes sont broches à foin, tu vois quasiment la couture qui déchire sur tous les costumes, tu vois que c'est des rouleaux de papier de toilette, que c'est tout du arts and craft en quelque sorte, puis je trouve que ça amène un côté où t'as l'impression que toi-même à la maison tu pourrais le refaire. Puis tu pourrais le faire dans la même qualité qu'eux, puis tu te dis hey, si ça se fait à télé, moi je peux faire n'importe quoi. Moi aussi, je peux peut-être espérer en faire un jour, comparativement à des émissions hyper léchées, où tu te dis, ah non, je peux pas, je suis pas de calibre, je suis pas de niveau, puis ça, quelque chose qui peut te décourager dans tout ça. C'est le fun d'avoir une télévision qui a pas de budget pour ça. Ben c'est des restrictions va émaner la créativité. Puis ce que j'aimais de Télépirate, là, puis je pense qu'on pourrait même faire un lien avec le podcast, c'est qu'il y avait un côté extrêmement humain, puis on expérimentait beaucoup. Puis ça sentait en tant que jeune. La prémisse, c'est que c'était une fausse, c'était des jeunes qui prenaient le contrôle de la télévision. Moi, jeune, naïf, je croyais initialement que c'était vrai. Parce qu'il y avait l'espèce de distorsion en début d'ouverture. Puis là, bon, on s'empare des ondes. Puis j'étais, mais voyons, c'est vraiment une télé pirate. Puis on retrouve un peu l'approche expérimentale dans certains podcasts. Faire référence à Décideret parce qu'on est encore une fois
les cousins éloignés, mais il y a cette énergie-là que je pense que les gens trouvent dans des CDR était dans Télépirate. Donc, on va se laisser la place à l'erreur, mais dans un contexte corporatif. C'est quand même exceptionnel qu'on y pense. Là. Ouais. Ben, Julien le le dit souvent. Julien me l'a dit souvent que Télépirate, il y a une grosse influence de ça dans des CDR. Voilà. Puis quand tu t'arrêtes 2 secondes, tu dis ben oui, c'est vrai, tu sais, les personnages créés en 2 secondes avec rien, tu sais, c'est vraiment un podcast. Tu sais, des fois, Dom peut arriver avec une idée qu'il a eu genre il y a 20 minutes, puis let's go, on le fait, puis c'est pas préparé. Puis... Oh, hello! I'm an anglophone person. I'm Steven Spielberg. Get the fuck out! Fuck my ass! Personne qui parle de même. Ben ouais, il y a une parenté. Vas-y. Il y a une parenté, puis aussi une autre affaire qui était très récurrente dans Canal Famille, dans, mettons, je dirais 80% des émissions, c'était le sentiment de direct. C'est-à-dire c'était des émissions préenregistrées, oui, mais en live to tape. Donc, t'as l'impression qu'il faisait ça live devant toi. T'avais pas l'impression qu'il avait repris ça 40 fois pour que tout soit liché parfait, tu sais. Jeff dans Zigoto, il a déjà reçu un coup de poing d'un chenol, carrément, puis ils ont gardé ça, tu sais. Il y a plein de moments comme ça que ça te donnait l'impression de regarder quelque chose qui est vivant, comme un podcast, en fait. Ça faisait partie de l'ADN de la télé d'une certaine époque. Moi, à l'époque de la fin de Musique Plus, où je travaillais avec Monsieur Net, c'était la dernière émission de ce genre qui se faisait. On n'était pas exactement dans les premières années de Musique Plus, où c'était un petit peu plus free-for-all. C'était quand même assez resserré. Mais on se le disait, comme des illustres inconnus, aller jaser de trucs qui font triper dans un contexte où, on a une demi-heure puis on a des ponts, mais on ne sait pas exactement où on s'en va. Il n'y a plus de télé comme ça qui se fait. Puis moi, ça me manque personnellement. Il y a une nostalgie là-dedans. Qu'en lisant le livre de Canal Famille, j'étais en génération Canal Famille, je retrouvais ces impressions-là. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur les logos avant qu'on s'éloigne trop. Ouais. Les logos des émissions ont été refaits pour les bénéfices du livre, parce que j'imagine que les retrouver en haute résolution en vectoriel, c'était absolument impossible. Donc ça aussi, c'est un travail. Pouvez-vous mentionner l'artiste qui a refait ça? C'est Francis Beausoleil, en fait, qui nous a fait ça gratis, carrément. Wow. Lui, il en avait déjà refait quelques-uns pour une boutique en ligne. Il faisait des t-shirts et tout ça. Fait qu'il nous a fourni ceux qu'il y avait déjà. Puis après, j'ai dit, rendu là, veux-tu en faire d'autres? Puis c'était tout le temps, faisant une couple de plus, t'es dispo, tu sais. Puis il faisait ça quand il avait le temps. Des fois, ça prenait 4 mois. Il m'en envoyait une nouvelle batch. Puis, tu sais, je disais, écoute, on peut pas vraiment te payer, mais on va te donner un livre, on va t'inviter au lancement, tu sais, tout ça. Puis on va te remercier dedans. Mais il a vraiment fait un super beau travail. Puis le public en général pourrait même pas penser qu'ils ont été refaits tellement sont identiques. Non, exact. Moi, je le sais parce que Guillaume me l'a dit, mais je ne savais pas que c'était pas les fichiers. Juste faire une petite publicité pour sa boutique en ligne, Les Gamins Sauvages. C'est pas lui. Ah non, c'est pas lui, ça. Lui, c'est Souvenir. C'est Souvenir Flou. Hey, je me mélange. Moi, j'ai dit tantôt, moi, puis les noms, là, ça fait 2. Ouais, même chose. Souvenir Flou. Ouais, ça. Allez visiter sa boutique en ligne, Souvenir Flou. Plein de logos nostalgiques de même, des super beaux t-shirts. J'irai voir ça. Regarde, je suis le public cible. Je porte en ce moment un hoodie de YTV, qui est aussi une influence de ma jeunesse. Écoute, c'était Canal Famille puis YTV. D'ailleurs, on parlait des choses qui se faisaient plus, là, de l'ADN de la télé de l'époque. Une chose qui s'est faite au début de l'histoire de Canal Famille, puis que je ne sais pas à quoi ils ont pensé, c'est que Astral possédait Super Écran, merci, et Canal Famille. Donc, à une certaine époque, à partir d'une certaine heure, il y avait des films de fesses qui étaient diffusés en embrouillé sur le canal de Canal Famille. Mais en tant que jeune, ça, mettons, là, pour une raison X, le vendredi, tes parents te laissent veiller tard. Puis je vais aller voir ce que Canal Famille diffuse, puis il n'y a rien. Il y a quelque chose que tu découvres. Je sais pas à quoi ils ont pensé. Ça, parce que j'avais oublié ça, mais c'est vrai. Qui vous a raconté cette anecdote-là? C'est pas quelque chose qu'on trouve dans les télépresses. Ça vient du public. C'est des gens du public qui nous l'ont raconté, puis je pense qu'il y a des gens à l'interne qui se sont juste dit Canal Famille ferme à 7h, on va mettre des films à partir de 9h jusqu'à 3-4h du matin, puis qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui avait ça, on va mettre des films de cul sur Super Écran 2. Mais Chris, mais là à l'autre, là, comment? Oui, mais le flag a clairement été levé à un moment donné, là, je peux pas croire. Oui, là, je peux pas croire. Mais en même temps, tu sais, il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans, dans une idée de ces années 90. On improvise, c'est une télévision que...
Tu sais, là, tu vois que c'est broche à foin. Mais moi, j'aime ça, l'idée que tu peux tomber sur un film de cul embrouillé ou, tu sais, ceux qui l'avaient, ils le voyaient, tu sais. Mais cette espèce de danger-là de tomber par hasard sur quelque chose que j'aime des années 80, 90, 2000, ça arrive. Je m'ennuie de cette époque-là où je pouvais juste syntoniser justement YTV puis tomber sur une émission que je savais pas qu'elle allait jouer le vendredi soir ou le samedi soir. Ouais. Il y avait des blocs, puis si on avait le TV Hebdo, tu avais la chance de pouvoir voir la grille horaire, mais nous autres, on l'achetait pas. Ma grand-mère m'les envoyait, mes données, par contre. Ta maman. Une fois qu'elle avait fini de s'en servir. Oui, mais elle voulait me donner parce qu'à la fin, j'avais demandé qu'elle me garde pour les chroniques sur les jeux vidéo. Elle me gardait tout, j'avais les piles. Ouais, oui, elle les faisait. Ma grand-mère était très bonne là-dedans. Mais il y avait l'espèce de possibilité de découvrir du contenu auquel tu t'attendais pas. Qui a fait partie de Canal Famille. En fait, je pense que moi, personnellement, je suis tombé sur Canal Famille en changeant de poste, puis à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Et l'arme m'a happé. Vous, avez-vous un moment, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez découvert Canal Famille? Ça a tout le temps été là. Ça a tout le temps été là dans votre tête? Dans mes souvenirs, le plus loin que je peux me retourner quand j'écoutais la télé, c'était ça, là, carrément. Là. C'est mes premiers souvenirs télé, c'est ça. J'ai pas le... Tu sais, probablement que j'ai commencé à l'écouter, j'avais 3-4 mois. Je comprenais pas trop ce que je voyais, mais ça a tout le temps été là. Puis c'est pour ça, je pense que ça a été important pour beaucoup de gens qui sont nés une fois que Canal Famille était né, parce que c'est comme quelque chose qui était dans les meubles, qui a tout le temps qui n'ont pas vu ça arriver. Puis quand Vrac est arrivé puis que ça a disparu, je pense que c'est surtout à ces jeunes-là que ça a fait mal. Parce que quelqu'un qui l'a vu arriver à 4-5 ans, c'est comme, tu sais, c'est de quoi qui est venu, qui est reparti, tu sais, puis à ce moment-là aussi, il était tu sais, quelqu'un qui avait 5 ans en 88, rendu en 2001, ben, t'es pas mal adulte, fait que t'es détaché carrément. Mais ouais, par contre, j'ai des souvenirs de quand Canal Famille a disparu, ça, c'est... Moi, ça m'a fait marqué. Ça m'a fait de la peine. J'écoutais plus Canal Famille à partir de ce moment-là, puis Canal Famille est devenu vrac, mais puis l'orientation de la chaîne a changé, est devenu aussi plus poli, plus corporate, là, on va le dire comme ça. Mais ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que c'était une partie de ma jeunesse que j'ai perdue. Puis je pense que c'est une des choses que votre livre fait, c'est qu'on a l'impression de revisiter une partie de notre vie qu'on pensait oublier, perdue. Combien de fois en feuilletant le livre, en le lisant, je suis tombé sur une émission où on mettait en scène juste une image d'une marionnette, puis j'avais oublié cette émission-là, mais oui, je l'écoutais, ou oui, Le vent dans les saules, c'était fucking plate, puis je changeais de poste quand ça arrivait. Je m'excuse Laurent Boutin, mais Laurent adore Le vent dans les saules, mais Le vent dans les saules, mais Caroline, que c'était pas écoutable. Ça. On parlait des logos. Pensez-vous que vous avez mentionné toutes les émissions? Avez-vous mis toutes les émissions, au moins une fois dans la grille horaire ou en tant qu'émission rajoutée? Toutes les émissions québécoises sont là. Beaucoup d'acquisitions sont là. Après ça, il y a des choix qui se font au niveau des détails, au niveau de... Peut-être pas au niveau des détails, mais au niveau de ce qu'on décide de couvrir. C'est sûr qu'il y a des émissions qui sont extrêmement moins marquantes, mais je pense, sauf erreur, que... Ben, c'est sûr que toutes les émissions qui ont joué au Canal Famille sont au moins nommées une fois. Après ça, ce qui était entre les émissions, tous les petits blocs, les bumpers... Peut-être qu'il y en a qui nous ont échappé parce que c'est plus dur à retrouver, ils n'étaient pas dans la grille horaire, mais au moins toutes les émissions sont au moins nommées une fois, ne serait-ce que dans les grilles aussi. Là. Les bumpers étaient là parce que la chaîne ne pouvait pas passer de publicité, c'est ça? Exactement. C'est une loi qui est propre au Québec. YTV avait de la publicité. Ouais. C'est une loi c'est une loi québécoise francophone, en fait. Okay. Pour les chaînes francophones, parce que YTV diffusé au Québec mettait de la publicité pour enfants. Télétoon anglais mettait de la publicité de jouets ou de peu importe quoi. Ce qui a un pouvoir attractif quand t'es enfant de voir des pubs de jouets. Mais au Québec, pour le côté francophone, tu ne peux pas faire une publicité qui s'adresse directement aux enfants en bas de 13 ans. Puis même dans les émissions... Quand c'est des émissions préscolaires, t'as juste pas le droit de passer de publicité. Là. C'est 0 puis une barre. Puis honnêtement, moi, à mon avis, c'est une loi d'une autre époque parce que le fait de ne pas pouvoir passer de publicité pendant des émissions préscolaires, ça fait qu'on n'investit pas là-dedans parce que ça rapporte pas. Puis c'est une loi qui a été passée pour faire un petit historique en 1980 par... c'est une des personnes qui avait été derrière ça, c'était le comédien qui jouait Bobino.
Guy Sanche, qui était tanné de voir des pubs de cigarettes pendant son émission, puis tout ça, puis des pubs de jouets. Mais avec raison. C'est sûr. Ben oui. Avec raison, mais je pense que la loi là, était comme trop stricte. Ça aurait dû seulement se limiter aux jouets, aux cigarettes, à la bière, à tout ce qui est nocif pour les enfants. Puis oui, de limiter le nombre de publicités que tu peux passer pendant une émission pour enfants, mais je pense que de nos jours, qu'un enfant voit une pub de Tide entre deux émissions à Télé-Québec, honnêtement, c'est pas ça qui va leur donner le goût d'en consommer. Il va pas manger du Tide. Ah non. Ah ouais, il y en a. Ouais. Tide Pods, non. Mettez beau, pas ça a de l'air Tide de goûter Pods. bon. Mettez pas de pub de Tide Pods, mais Tide, c'est correct. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est tellement hypocrite parce que les enfants voient de la pub sur YouTube, ils voient de la pub dans des panneaux dans la rue, ils voient de la pub quand ils écoutent la télé avec leurs parents. Fait qu'à un moment donné, je suis OK, mais... Dans le cas de YTV, c'est ça qui est drôle. Il y avait un quota de publicité, mais il ne pouvait pas dépasser une certaine durée, je pense, en termes de... Il y avait une limitation, parce que de ça est né les PG, qui sont encore à YTV, donc des gens qui intervenaient entre les émissions pour pas que ce bloc-là soit rempli simplement de publicité. Ouais. Mais il y avait de la publicité quand même. Je sais qu'il y avait des pubs de jouets là, quand même à YTV. Ah, c'était intense, là. Puis, c'était la grosse époque où les publicités, c'était comme « Hey, si tes parents t'aiment, ils vont t'acheter telle affaire. » Le Nerf! Le Nerf qui lance de la glu. Mais tu sais, Nintendo Power, c'était ça, les publicités là, dans le magazine. Là. Va dire à tes parents de t'acheter ça, sinon ils t'aident! Mais tu sais, ça, on veut éviter ça. Mais effectivement, comme Simon dit, cette loi-là doit être revue parce que ça, les enfants vont sur YouTube. Les enfants en consomment déjà de la publicité. Je pense qu'il y a moyen de faire de la publicité intelligente et de le faire intelligemment pour les jeunes. Ouais. Puis de faire la promotion d'activités, faire la promotion de trucs qui peuvent être positifs pour les jeunes, de faire des annonces avec des produits qui sont peut-être un peu meilleurs pour la santé. Tu ne mettras pas une pub de McDo dans une émission pour enfants. Non, c'est correct. Mais tu sais, une publicité, mettons... pour aller à Ronde, pour aller au Parc Safari, pour aller aux Zoo de Granby, des choses de même. Tu sais, c'est des activités, des pubs pour des musées. Ben, tu sais, je me souviens, il y avait des pubs pour des musées quand j'étais petit, qui jouaient à Télétoon, parce que la chaîne ne s'adresse pas qu'aux tout petits. Mais il y avait des pubs à l'époque, souvent pour la maison théâtre, pour des... ça, on pouvait en voir des fois à TVA ou Radio-Canada dans certains moments de la journée. Mais puis il y avait beaucoup de publicités aussi pour on n'en parle pas vraiment dans le livre, mais des publicités très tu sais, pour aiguiser le sens critique des jeunes. On peut penser à l'hypo des familles ou à la télé qui parle là, en disant hey le chat, je peux un sofa, fais de l'air. Ah oui, la télé en 3D c'est où ça là. dehors, déjà? Ouais. C'est ça, fait qu'il y avait beaucoup de ça, les deux lapins, tu sais, qui parlaient de sécurité, ça ils en font plus vraiment. Puis j'ai l'impression que ça pourrait... en même temps, les enfants écoutent plus la télé sur Netflix, YouTube que jamais, mais c'est important quand même, cet aspect-là d'aiguiser le sens critique des jeunes puis de leur donner des outils pour les aider. Est-ce que le mandat jeunesse de Canal Famille était un obstacle pour les gens derrière le rideau ou c'était au contraire un défi? J'ai eu l'impression par moment en lisant le livre que certaines personnes qui s'occupaient de la programmation avaient de la difficulté à cerner qu'est-ce qu'ils devaient être en mesure de diffuser ou pas. Il y avait peu de moyens, on l'a déjà dit, mais c'était pas une chaîne éducative, mais il y avait du contenu éducatif. Par moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une problématique vraiment à cerner ce qu'ils faisaient. Je me demande si ça n'a pas d'ailleurs amené à le changement de la chaîne à VRAC. Non, en fait, c'est qu'au début, la première directrice était beaucoup dans non raciste, non sexiste, non violent. Puis si une émission n'était pas raciste, pas sexiste, pas violente, elle passait en ondes. Puis elle faisait un peu ses choix de cette façon-là, ce qui est quand même très noble, là, on va se le dire, avec même une volonté de ne pas niveler vers le bas. Puis quand Monique Lessard est arrivée en 94, elle s'est dit on va garder ça. Mais après ça, il faut se demander, on est qui, nous? C'est quoi l'identité de Canal Famille? Parce que là, ça, c'est ce qu'on n'est pas. Qu'est-ce qu'on veut être? Par-dessus le fait de qu'est-ce qu'on n'est pas. Ce qui a mené à Radio Enfer, ce qui a mené à Bruno Blanchet avec le studio, ce qui a mené à Pimpon, ce qui a mené à toute la dernière vague de Canal Famille est un peu dans cet esprit-là, d'être dans des émissions où est-ce qu'on a du plaisir, les jeunes sont en santé, on rit.
de pas montrer le décrochage, de pas montrer les difficultés. Tu sais, Radio Enfer, on l'oublie, mais ça se passe à l'école, puis les jeunes, ils ont du fun à l'école. Ouais. S'il y a une affaire de pédagogique dans Radio Enfer, c'est ça. C'est comme Le un fait que message l'école peut être subliminal. positif, Tu peux t'impliquer d'une certaine manière. Tu sais, même si t'es pas bon à l'école, tu peux y rester puis t'impliquer puis avoir du plaisir en gang. Tu sais, pour faire un comparatif, mettons, Louise Dansereau avait peut-être une vision très Family Channel. Donc, faut pas trop déranger. Et Monique Lessard avait une vision plus YTV du canal Famille où elle voulait brasser un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, l'arrivée de Bruno Blanchet, elle voulait quelque chose comme The Zone, qui était un truc fort à YTV, qui avait de l'air... qui avait l'air plus intense, tu sais, avec des gros plans de caméra, puis ça crie, puis ça peut... Avec PJ Phil. PJ Phil. C'est ça, tu sais, c'était un peu sa vision de YTV-iser le canal Famille. D'ailleurs, on parlait des émissions. Dans votre livre, il y a des émissions qui méritent des plus gros dossiers. Donc, il y a plus de pages, il y a plus d'informations. Et je me demandais comment vous avez décidé quelle émission méritait, en fait, ce type de traitement. Est-ce par amour pour l'émission ou c'est par le succès qu'elle avait eu, qu'elle a remporté à l'époque? Il y a 3 facteurs, je te dirais. C'est, oui, le succès qu'elle a eu à l'époque, l'importance de l'émission. Il y a le nombre d'intervenants qu'on a eu. Parce que disons qu'avec Bibi et Geneviève, ben mettons Pimpon, c'est tout le temps les mêmes 2 acteurs. Fait qu'à un moment donné, tu sais, t'as pas un énorme cast Enfant en forme non plus. Fait que c'est pour ça qu'Enfant en forme, le chapitre est plus court que la moyenne, même si l'émission a été marquante. Mais quand tu arrives avec un Radio Enfer ou un Galaxy, que non seulement c'est marquant, mais tu as des grosses distributions de 7, 8, 10, 12 comédiens, c'est sûr que ça prend des comédiens invités, mais ça prend plus de place, évidemment. Puis l'autre facteur, c'était le propos. Qu'est-ce qu'on avait à dire sur ces émissions-là? Fait que ça s'est comme fait naturellement. On s'est fait des estimés. Telle émission, environ tant de pages. Mais tu sais, en écrivant, on est comme tabarnak, on a plus de stock. Pour Bibi, mettons qu'on avait visé 8 pour Bibi, on peut en faire 12, mais on va en faire 12. Mais on n'a pas non plus voulu étirer des chapitres parce que l'émission était marquante. On s'est dit, on va dire ce qu'il y a à dire sur cette émission-là. Parlons justement des émissions phares parce que je sais que, en tout cas pour Guilla, puis je pense que toi aussi, Simon, vous avez particulièrement aimé le studio, qui était surtout moi, j'ai beaucoup aimé la première mouture, là, où c'était plus expérimental, mais très très court. Le studio, dans une galaxie près de chez vous, Bibi et Geneviève, Télépirate. Parlons justement de ces émissions-là. Commençons par Bibi, parce que je pense que c'est une émission jeunesse qui a vraiment marqué le Québec. Étiez-vous nerveux d'en interviewer la distribution de Bibi et Geneviève? Comment le contact s'est fait? Non, moi je connaissais déjà un petit peu Michel Ledoux. Le marionnettiste de Bibi. Ouais, fait qu'on se connaissait déjà un petit peu parce que quand j'étais au cégep, on avait fait une série d'entrevues avec des comédiens, puis on l'avait interviewé, puis on avait déjà un lien. Fait que ça s'est fait naturellement. Puis Sophie Danseau, on est rentré en contact par email, si je me trompe pas. Mais ça, c'est des gens que, tu sais, qui ont pas l'air intimidants. Ça, c'est des gens qui ont juste l'air gentils, qui ont l'air généreux, qui ont... Tu sais, je pense, rapidement, tu sais, oui, il y a 2-3 entrevues qu'on était plus stressés, mais règle générale, t'arrives, t'es un petit peu nerveux. Une fois que t'es assis et qu'ils commencent, c'est comme, c'est cool. Ça, c'est du monde bien relax, bien sympathique, puis qui ont... Ce qui revient beaucoup avec la famille, personne n'a d'ego là-dedans. C'était une télé qui était tellement low budget, tellement faite avec rien, qu'il n'y a personne là-dedans qui a la grosse tête, qui dit « Ah ouais, c'était la grosse affaire, puis on était donc hot de ça. » Tout le monde était bien groundé, puis j'ai particulièrement aimé ça, de parler à des gens comme ça. D'ailleurs, en parlant de Bibi et Geneviève, une des choses que j'ai appris en lisant le livre, c'est que le pilote a été diffusé quelque chose comme juste 2 fois dans la même journée. Ouais. En tant que jeune, je voulais revoir l'arrivée de Bibi. Je l'avais jamais vu à la télévision. Et je comprenais pas parce qu'il y avait beaucoup de reprises. Ça a été en reprise pendant longtemps. Je me disais, mais voyons, pourquoi on voit pas le fameux épisode d'où est sorti dans la séquence d'intro l'arrivée de Bibi avec le vaisseau, là, où la porte s'ouvre. On n'a jamais vu ça. Puis là, j'ai eu réponse 30 quelques ans plus tard en lisant votre livre que finalement, ça a été diffusé juste une fois. Est-ce qu'on a parlé de Télépirate? Fait qu'on pourrait peut-être parler du studio. C'était quoi le studio pour les gens qui ne connaissent pas le concept de l'émission? Le studio, ça dépend quelle version. Mais disons, commençons par la première. C'est... Très grossièrement, je vais le décrire comme étant un laboratoire d'humour pour Bruno Blanchet pour essayer
des types d'humour. Ceci étant dit, c'était un magazine techno d'une part, c'était une émission à sketch. C'était une émission qui avait des reportages. C'est une espèce de magazine qui était diffusé toute la semaine. Et à la fin de la semaine, c'était rabooté pour en faire une émission de 30 minutes. Et il y avait aussi des segments bumper entre des émissions où c'était des sketchs entre Bruno Blanchet et Guy Jodoin. Ou des fois seulement Bruno. Parmi les sketchs les plus marquants, il y a Ça va mal. Il y a le gros Lucien. Ça va mal. Le perdu. La dynastie des Robinson. Que ça, je trouvais ça plate quand j'étais petit. Puis le revoir aujourd'hui, c'est du Monty Python. C'était quoi déjà, ça me dit quelque chose, là? C'est Jim Price qui rencontre... C'est quoi son employé déjà? Bob Robinson. Bob Robinson, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est une rencontre entre un employé et son patron. Tu sais, c'était des sketchs comme... Vous avez une mouche sur la tête. Une mouche? Oui. Une mouche. Oui, il y a une méga mouche sur la tête. c'est un chapeau. C'est un chapeau de piment fort en forme de mouche. Là. Ah ouais, je vois le genre. Là. Puis il sort de la plus grosse tapette à mouche au monde. Je trouvais ça vraiment plate, ces sketchs-là, quand j'étais petit. Mais les revoir aujourd'hui, je suis comme... OK, non, c'est vraiment intelligent. C'est niveau Ionesco, des fois. Il n'y avait pas un public aussi pour le studio dans la première et deuxième mouture? Ouais, les deux. Oui. Pour les 3 saisons... la première année, le public était plus impliqué. Tu sais, t'avais l'ado du jour qui était tout le temps là pour co-animer avec Bruno, puis il les impliquait plus dans l'émission, tandis que par après, il était plus là comme spectateur pour rire. Moi, je me souviens de Bruno qui s'adresse directement au public, qui était très proche, là, puis il y avait une caméra... qui surplombait aussi le set, où on voyait l'ensemble des... Ouais. Ça avait l'air un peu à la Musique Plus, où on avait la rue aussi. Je sais pas où c'était tourné, mais on voyait une rue en arrière. C'était sur Saint-Laurent. C'est pas un ancien magasin de souliers qu'on m'a dit qui était... Voilà. Maintenant, c'est une boulangerie. Bon. On doit faire un pèlerinage. On est passé devant, mais on n'est pas rentré. Là. Mais ça, l'émission s'était métamorphosée au fil des années, parce qu'à la fin, on était rendu 3, il y avait une animatrice aussi. Là. La deuxième mouture, c'était Guylaine Tremblay qui était Guylaine Tremblay, oui, c'est ça. Et c'est ça, deuxième saison, c'était Bruno et Guy qui faisaient des sketchs. Faisaient des fois des... ils participaient pas de temps aux entrevues, mais des fois, à la fin de l'émission, ils venaient participer un petit peu plus. Mais c'était une quotidienne, là. Fait que c'était des sketchs à profusion, puis là, c'était des sketchs tournés en studio. Alerte à Malibu 90210, qui est une parodie de Alerte à Malibu et 90210. Puis c'est juste pour mettre 90210, c'est juste pour dire Noon dans une émission pour enfants. Ça a passé, Colin. Ça a pas... personne s'en est rendu compte. J'essaie de me rappeler les sketchs marquants. Le géant du château. Le géant du château. C'était des affaires weird. Vous avez eu accès donc à des archives. Vous avez mis la main sur des archives de Canal Famille. La majorité, c'est des VHS que des gens nous ont donnés. Sur Canal Famille 2.0 qu'on a trouvé au fil des ans. Quand on a commencé le livre, on avait déjà quand même accumulé un peu de matériel au fil des années. Puis il y a des producteurs des fois qui nous ont prêté des cassettes là, pour avoir accès à des choses qu'on n'avait pas. Mais ouais, ça a été beaucoup de visionnement, beaucoup de back and forth, de lister tous les jeux des zigotos. Ça a été beaucoup de scrollage d'épisodes. Là. On parlait justement du côté du studio, puis je pense qu'il y a un phénomène qui est arrivé au moins dans 3 émissions, peut-être le studio, Radio Enfer et Télépirate. C'est que les émissions sont comme assagies avec le temps. Dans les 3 cas, on dirait qu'ils ont voulu aseptiser là, le contenu. Moi-même, j'ai remarqué en tant que jeune qu'il y avait quelque chose qui changeait dans le ton. C'est très apparent dans Radio Enfer. Pouvez-vous parler un peu de ce processus-là? Vous l'abordez d'ailleurs dans le livre. C'est quand même, je pense, ça a été le plus gros défi d'écriture d'aborder ça parce que il y a 2 gangs. T'as Géodésique qui avait écrit les 3 premières années, puis t'as une autre équipe qui a écrit les 4, 5, 6. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pourquoi ils ont fait le changement, Louis Saya est parti parce qu'il allait faire les Boys, puis... Enfin, il avait fait les Boys 1, puis là, il partait pour faire le 2, puis là, il avait plus le temps de s'occuper de Radio Enfer, donc il est parti. Et il réalisait Radio Enfer, c'est ça?
Ouais, Il faisait la mise en scène. scène et la script édition. D'accord. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il est parti. Puis là, il n'y avait plus de script éditeur. Donc le groupe Géodésique voulait se séparer. Il était 4, donc se séparer en 2 équipes. Donc si un épisode est écrit par 2 des auteurs, c'est les 2 autres qui script éditent et vice-versa. Puis c'était impossible pour Canal Famille. Ils souhaitaient réellement que eux s'en choisissent un entre eux. Puis eux, ils voulaient pas. Ils voulaient vraiment être tous sur le même pied d'égalité. Puis le producteur avait aussi la volonté d'avoir un script éditeur attitré. Fait qu'ils ont comme négocié un bout de temps. Puis à un moment donné, le producteur a juste fait « j'engage d'autres acteurs ». Donc, des acteurs plus jeunes qui sortent de l'école de l'humour, puis beaucoup d'auteurs, des auteurs plus jeunes qui sortent de l'école de l'humour, puis des gens qui ont écrit pour le studio, pour Anne la Banane. Tu sais, pour des émissions peut-être plus... Jeunesse. Ben, peut-être pas le studio nécessairement, mais tu sais, Anne-Denise Carrette, qui était la nouvelle script éditrice, elle avait créé Télépirate, elle avait créé Les Zigotos, tu sais, elle avait fait des émissions plus jeunes, donc je pense que ça a contribué à rajeunir un peu le public de Radio Enfer. Puis c'était clairement pas volontaire, je pense que ça s'est fait un peu inconsciemment, mais l'affaire, c'est que dans le fond, l'ancienne gang déteste la deuxième, puis ils considèrent comme des voleurs de job, puis c'était vraiment dur de comme montrer les 2 côtés de la médaille sans entacher, sans avoir l'air de prendre un bord ou de l'autre, parce que tu te dis, OK, oui, tout le monde est un peu unanime pour dire que c'était meilleur les premières années, mais oui, il y a les textes, mais il y a aussi Robin Aubert qui était là, puis Michel Charette, que t'es comme, bon, peu importe ce que tu mets après ces 2 personnages-là, c'est voué à l'échec, mais il y a aussi le fait que la deuxième gang, concrètement, n'ont rien à se reprocher. Ils se sont fait proposer un contrat sur une émission qui marche. Ils n'ont pas d'expérience. Qui dirait non à ça? Donc, il a fallu comme trouver le ballon entre les deux. Mais oui, effectivement, il y a eu un changement de ton, il y a eu un changement de direction pour la série, puis c'est assez drastique. Ouais. Mais tu sais, ça, t'arrives avec des personnes... Tu passes de personnages qui s'ancrent 100% dans le réel... Puis à un moment donné, t'arrives avec un personnage, j'enlève rien à l'acteur, mais t'arrives avec un personnage comme Germain Saint-Germain, qui est une caricature d'un être humain. Ouais, c'est pas pareil. Tu sais, qui vient d'un collège français, qui tripe sur les grenouilles, mais tu sais, juste son look, il a l'air d'un dessin animé. Puis même en tant qu'enfant, tu fais, hey, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui, tu sais. Les premières saisons, t'avais Monsieur Laplante qui avait l'air de sortir un peu de n'importe où, mais qui trouvait une façon de fitter parfaitement dans l'univers parce que, justement, il y avait... À un moment donné, tu y comprends une backstory, tu comprends sa psychologie, tu comprends comment il est devenu le Firmin Laplante qu'on connaît. Mais, tu sais, Germain Saint-Germain n'a jamais eu une psychologie bien développée. Le personnage de Dominique non plus, aussi, qui changeait à chaque saison. Qui changeait parce qu'il savait pas quoi faire avec elle. Maria changeait à chaque saison. Une saison, elle arrêtait pas de crier. Une autre saison était niaiseuse, carrément niaiseuse. Même les acteurs sur le plateau ont dit « Hey, on peut-tu arrêter de la faire passer pour une niaiseuse? » Elle est pas niaiseuse, Maria. Elle comprend plein d'affaires. Elle est baveuse, elle peut être méchante. Elle est à l'argent, mais elle comprend le cash. Elle comprend comment ça marche. Puis elle sait ce qu'elle veut. C'est ça. Elle a de la drive. C'est une femme de pouvoir. Je veux dire, elle est capable d'avoir... Si elle veut quelque chose, elle va l'avoir. Il y avait beaucoup de jokes de gros là, avec Jean-Louis aussi qui étaient un peu fastidieux. Je pense que Jean-Loup, pardon, ils ont voulu changer certains aspects-là. Je pense qu'il n'a pas aidé. Puis ça, on l'apprend dans le livre, c'est que la nouvelle script éditrice n'avait pas écouté les premières saisons. Puis ça, je pense que même si on a une volonté de vouloir brasser les choses, les changer... Il faut quand même savoir, il faut respecter ce qui a été établi, il faut savoir dans quoi on embarque. Tu sais, je vais faire un parallèle avec Star Trek parce que c'est quand même les mystérieux étonnants. Mais la série de Picard, les auteurs n'ont jamais vu aucun épisode de la série d'origine qui était TNG. Donc, oui, tu bases ça sur des... C'est comme si tu basais des faits historiques sur des témoignages de 2e, 3e génération. Il y a quelque chose qui se perd dans la mémoire. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec Télépirate. Je me suis... pas Télépirate, pardon, mais... Radio Enfer. Même en tant que jeune auditeur, on sentait que l'humour avait pris une autre tournure. Les rires étaient forcés, je trouvais, dans les saisons 4, 5, 6, tandis qu'ils étaient beaucoup plus réels dans les premières saisons. Puis ça aussi, tous les comédiens le disent, la saison 6, ça n'a pas été une partie de plaisir pour grand monde. Tout l'arc narratif où Jocelyne est prise dans un congélateur. C'est beaucoup accentué autour des adultes aussi.
il y a des personnages qui sont rendus en appartement. Tu sais, il y a un décor d'appartement qui est cheap, qui est pas beau. Tu sais, c'est comme un 24, là, tout se passe quelques... Tu sais, je me souviens En plus, quelques jours. En quelques jours avant le bal définissant. Tu sais, tu sens qu'ils ont étiré la formule à la saison 6, là. Saison 4, il y a des bons... Ouais. Exclut quand même les 2 derniers épisodes qui ont été relativement bien faits puis qui ont été très touchants pour les acteurs à jouer. Là. Tu sais, je pense pas que la saison 6 est complètement achetée au vidange, mais ça a été plus dur, je pense, à faire. Ça. Mais la saison 4, c'est que oui, il y a des bons épisodes, mais je dirais la faiblesse de la saison 4, c'est les acteurs qui cherchent un peu à s'adapter aux nouveaux textes, aux nouvelles directions de la mise en scène, tout ça. Tu sens que ça a été une période un peu trouble. Puis la 5, ils ont replacé plein d'affaires, mais là, des fois, c'est certains épisodes qui étaient comme « Ok, ouais, non, celui-là, il est pas... » Mais ça reste que, grosso modo, le gros problème, c'est qu'il y a eu une cassure au niveau même de la continuité. On n'a jamais réentendu parler du père de Carl. On n'a jamais revu tous les personnages secondaires ont disparu comme par magie. Puis là, tout d'un coup, c'est rien que des nouveaux. Tu sais, c'est plein de petites affaires de même qui auraient pu être évitées dans le fond, mais qu'à l'époque, ils ne savaient pas qu'ils faisaient une émission culte. Fait qu'ils se disaient, ben, si les jeunes... Puis ça marchait encore. Les codes d'écoute étaient encore très fortes. Puis les dernières saisons, il y avait plus d'histoires amoureuses aussi. Puis ça allait chercher un nouveau public qui était peut-être moins là dans les premières années. Fait que ça a quand même été un succès Radio Enfer jusqu'à la fin. Il faut quand même souligner ça. Dans le livre, on parle du rythme de l'humour de Radio Enfer, puis même que Louis Saya tapait du pied durant les répliques comme pour se donner un certain rythme, une certaine sonorité à l'humour. Ouais. Si on a perdu ce baromètre-là, c'est sûr que la série perd le rythme. Là. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Mais il y a eu un peu le même son de cloche du côté de Télépirates. Puis ça, c'est un truc qui m'a épaté. Je l'ai appris en lisant votre livre. Là. Il y a eu 2 saisons de 120 épisodes, puis 3 de 100 épisodes. C'est incroyable là, comme quantité de contenu. C'était très expérimental au début. Et là, il y a eu cassure, je crois, quand Guy Jodoin est parti. Est-ce que pour les gens qui voudraient en apprendre plus, on va inviter les gens, bien sûr, à se procurer le livre, mais qu'est-ce qui a fait que Guy Jodoin est parti? Qu'est-ce qui l'a poussé à quitter? Il trouvait que ça devenait de plus en plus gentil et propre. Il y avait de plus en plus de pédopsychiatres et de psychologues pour enfants qui rentraient dans les bureaux puis qui rentrait dans les textes même, de comme hey non, ça on peut pas dire telle affaire, non, on peut pas commencer à montrer telle affaire, puis il a fait, moi si c'est pour être ça, ce show, il dit ça s'appelle Télépirate, pas Télégentil, si on fait Télégentil, moi je m'en vais, et c'est Guy Jodoin, c'est quelqu'un d'extrêmement intègre par rapport à ses valeurs, puis il nous l'a dit, puis ça a été même pour tous les projets dans sa vie, s'il ne trippe plus à faire quelque chose, il s'en va plutôt que de devenir un boulet pour tout le monde, parce que c'est un gars de gang, c'est un gars d'équipe. Mais s'il fait « Hey, c'est ridicule ce qu'on est en train de faire, moi je sacre mon camp, puis on va laisser le bateau couler, mais moi je serai pas sur le bateau qui coule. » Donc c'est ça, une grande intégrité par rapport à ses valeurs à ce niveau-là. Moi je tiens quand même à défendre Carole Casta parce que lui est arrivé à un moment où est-ce que c'était très difficile de chausser les souliers de Guy Jodoin. C'est quand même... Pas beaucoup de comédiens seraient capables de prendre la place de Guy Jodoin, puis il l'a fait avec humilité, puis avec aussi une volonté de ne pas imiter Guy Jodoin. Puis il y a beaucoup des raisons pourquoi que Télépirate était moins bon vers la fin. Tu sais, l'enfant va un peu associer Carole au déclin de Télépirate, mais c'est pas de la faute de Carole. C'est vraiment les pédopsychiatres qui prenaient de plus en plus de place. Lui-même, il dit, Carole, entre la saison 3 et 5, il a vu une différence au niveau de la liberté. Ça s'est juste resserré de plus en plus avec le temps. Puis à la fin, c'était le temps que ça finisse, malheureusement. C'est drôle parce qu'en lisant le livre, je faisais, vous allez voir le lien que j'essaie de faire, c'est que je pensais aux médias sociaux où on dit « Ah, les gens aujourd'hui, ils réagissent. » Mais tout au long du livre que vous avez écrit, on entend parler de gens qui disent « Ouais, non, on recevait des plaintes pour ça, les gens nous envoyaient des lettres pour ça, ils appelaient au bureau. » Ça date pas d'hier que les gens soient frustrés ou fâchés par un truc qui les achale. Beaucoup lié au changement. Quand il y a un changement dans le cadre d'une émission, le monde vont réagir. Les humains aiment pas ça. C'est drôle que vous dites que
Même en tant qu'enfant, c'est vrai, on est fignolés comme ça, les humains. C'est drôle parce que vous parlez des pédopsychiatres, puis il y a une anecdote que vous avez partagée qui me fait absolument rire. La bande noire qu'on a rajoutée sur la réglisse que Guy Jodoin suce à un moment donné en background. OK, on pourrait dire que c'est un peu lubrique, mais de rajouter une bande noire, ça ramène un autre niveau. Là, on n'est pas en train d'aider la cause. Non. On dirait vraiment qu'il est en train de sucer une graine. T'sais. Oui. C'est incroyable. Parler de Guy Jodoin, est-ce que c'est une des rencontres les plus marquantes? Quelles ont été les rencontres les plus marquantes en écrivant votre livre? Pour toi, c'est qui, Simon? Moi, avant de répondre à ça, je tiens à dire que toutes les rencontres ont été le fun. Toutes les personnes à qui on a parlé nous ont appris quelque chose. Ça a été des belles rencontres humaines, carrément. Ça, on s'est fait quand même des bonnes relations avec plusieurs personnes là-dedans. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'aurais un top 3 que tu peux pas... tu sais, puis ça enlève rien aux autres. Mais je dirais troisième position, je dirais Bruno Blanchet. Que ça a été une super belle entrevue, vraiment le fun. Mettons là, en deuxième position, je mettrais Guy Jodoin et Claude Legault ex aequo, parce que c'était les deux des entrevues très longues, très fournies, avec beaucoup de matériel. On a dû faire des choix, malheureusement, pour ces entrevues-là. Puis en première position, je mettrais Monique Lessard, qui était la deuxième directrice de Canal Famille de 94 à 2000. Parce que, puis il y a des gens qui vont être surpris que je sorte ce nom-là, mais c'est parce qu'elle avait une mémoire tellement précise sur plein d'émissions, puis une honnêteté sur ce qui marchait puis sur ce qui marchait pas. Puis aussi, beaucoup d'humilité par rapport à elle-même. Elle nous le disait, j'étais fatigante, j'arrêtais pas de mettre des bâtons dans les roues à Radio Enfer, mais c'est parce que si elle fait, surtout les premières années, si elle ne faisait rien, ça s'en allait n'importe où. Tu sais, c'était un peu le défi des auteurs de faire passer le plus d'affaires crunchy, le plus d'affaires adultes. Fait qu'elle, elle avait pas le choix de mettre des limites dans ce contexte-là, mais avec le recul, elle trouve elle-même qui est allée un peu trop loin par rapport à ça. Puis je trouvais ça le fun de rencontrer une madame quand même qui a 70 ans passés, puis d'avoir autant une ouverture par rapport à ce qu'elle a fait, puis d'être autant humble, puis autant de pas être dans une nostalgie aveugle. Parce que souvent, à cet âge-là, les gens embarquent dans « Ah, tout était donc mieux avant, tout était parfait avant », puis elle, pas du tout, puis ça m'a vraiment impressionné. Toi, Guilla, c'est quoi une rencontre qui t'a marqué? Ben, ce serait pas mal la même affaire dans mon cas, tu sais. Avec Guy Jodoin, ça a duré 4 heures. On a fait venir Bruno Blanchet dans l'entrevue. Il était pas au courant, c'est ça, Guy Jodoin. Il était pas au courant, c'est ça, tu sais. Puis Bruno a juste popé un moment donné, tu sais, juste arrivé sur le Zoom. C'était pendant la première ou deuxième vague de COVID. Là, on vient à plus savoir dans laquelle on est. Mais ça s'arrêtera jamais. Mais c'est ça, tu sais, Bruno est juste arrivé, puis ils sont confiés sur des affaires qui c'était... Ben, Bruno s'est ouvert sur des affaires qu'il avait jamais dites à Guy. C'était hyper touchant à vivre. À la toute fin, Guy, il nous a fait un genre de 3 minutes de remerciement tellement senti, tellement émouvant. Tu sais, il était sur son iPad, il a commencé à 100%, puis à la fin, il était à 4% de batterie. Ça a duré 4 heures, carrément. Wow. Puis quand ça a fini... Moi, je disais, Simon, je veux juste aller chercher quelque chose dans la cuisine et je me suis effondré. Là. Ça a été, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était incontrôlable. Puis, tu sais, c'est un acteur que j'ai toujours aimé, Guy Jodoin, mais je me suis rendu compte à quel point je l'aimais à ce moment-là, puis à quel point il était important dans mon cheminement, dans mon humour. Fait que, peut-être pour ça, moi, je le mettrais numéro 1 devant. Mais tu sais, Monique est vraiment juste en dessous. Là. Mais tu sais, au niveau des émotions que j'ai pu vivre. Mais Monique, deuxième, même affaire que Simon. Tu sais, c'était tous ses souvenirs, tout ce qu'elle nous a donné. Puis ouais, numéro 3, Claude Legault. Quelle belle rencontre ça a été. Puis il nous a débloqué plein de monde. Puis c'est le fun, dans le cas de Claude, de voir quelqu'un qui non seulement est fier de ce qu'il a créé avec Dans une galaxie près de chez vous, il est content de ce qu'il nous a donné, mais il en est lui-même fan. Puis une anecdote qu'il nous a raconté que j'ai adoré, il est revenu un petit peu sur, bon, tu sais, c'est public, là, le fait qu'il a fait un burn-out puis qu'il voulait plus jouer pendant un certain temps. Et à cette époque-là, il disait à sa blonde, « Hey, ça me tente plus, mais tu sais, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Vers quoi je m'en vais? » Puis sa blonde, elle a dit, « Non, regarde vers le passé. Regarde ce que t'as fait. » Puis
la métaphore qu'il a fait ou l'allégorie qu'il a fait, il dit « Je me suis retourné, puis là, je voyais le poster de 19-2. Je voyais le poster de Minuit le soir. Mais là, je voyais le poster de Galaxy, puis j'ai fait « Hey, j'ai fait fucking dans une galaxie près de chez vous. C'est bon, tu sais, je pourrais arrêter maintenant et être 100% fier de ce que j'ai offert à la télévision juste parce que j'ai fait dans une galaxie près de chez vous. » C'est un cas unique là, dans une galaxie près de chez vous. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais animé une conférence avec Didier Lucien dans le cadre du Comic-Con. Il avait pris une grande salle. Et moi, une galaxie est arrivée juste au moment où j'ai arrêté d'écouter Canal Famille. Donc, j'ai pas d'attachement émotionnel envers la série. Et la salle était comble. Et il y avait des gens costumés. Et Didier Lucien était lui-même impressionné de non seulement de la réaction, du love qu'il recevait. C'est après qu'il y avait eu une maladie. Là, finalement, il était rendu correct. Mais les gens étaient costumés en personnages. Puis, c'est un cas unique au Québec. Une série de science-fiction satirique dans les traces un peu de Star Trek. On y revient. Il y a quoi de beau là-dedans. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que de rencontrer ces gens-là, au-delà de vouloir vous informer pour votre livre, c'est un peu une manière de renouer avec votre enfance? Pas pour moi. Non? Non, nous, on l'avait vraiment perçu plus comme c'est le travail qu'on doit faire, puis tant mieux si on rencontre des personnes qui nous ont fait triper quand on était kids, mais le but premier, c'était de faire notre job. Puis on a été très... Tu sais, il y a beaucoup de gens, je pense, qui avoir été à notre place, auraient été très fanboy, très fangirl de « Oh my God, je suis avec Guy Jourdain. » Tu sais, nous autres, on restait comme « Non, on est là pour faire une job. » Puis oui, à l'intérieur, t'es content, mais on était quand même assez... on s'est fait un devoir d'être à notre affaire, de faire nos recherches, puis d'être bien informé avant de faire l'entrevue, puis fait que ça a donné des beaux moments quand même. Puis je tiens à dire, tu sais, parce qu'on revient souvent à ces 3-4 noms-là, mais il y a plein d'autres rencontres qui ont été vraiment déterminantes. Je pense à Élise Marquis, c'était super le fun de lui parler, ultra généreuse. Elle a fait notre préface, on l'a travaillé un petit peu avec elle en collaboration. Tu sais, on lui a donné des pistes, puis elle nous a écrit un texte super beau. D'autres rencontres qui étaient le fun. Tu sais, François Chénier, c'était une entrevue vraiment fantastique. Micheline Bernard. Les deux gars de Pimpon. Oui, les deux gars de Pimpon, c'était tellement touchant de les revoir ensemble, puis de voir la complicité entre les deux qui était intacte. C'est juste que tu l'avais dans un contexte adulte, donc, tu sais, c'était la complicité de Pimpon, mais ça ne l'était pas en même temps, mais c'était vraiment beau à voir. Bibi et Geneviève, c'était le fun de les rencontrer. On a réuni les 3 animateurs des Zigotos, qui ne s'étaient pas revus depuis 20 ans, les 3 ensemble. C'était vraiment le fun à vivre. On a commencé à se battre au couteau. Oui! on a fait un zig-zig zigoto à la gang, là, tout le monde ensemble, puis tu ressors de ça, t'es comme « Aïe, aïe, j'ai vécu quelque chose ». C'est vraiment des moments inoubliables, en fait. Je pense, il y en a d'autres, il y en a tellement. Rachel Fontaine, c'était tellement le fun de la rencontrer puis d'avoir sa vision de Radio Enfer qui était différente de celle de toutes les autres parce qu'elle n'a pas eu le même parcours de vie. Elle a commencé ça à 18 ans, fait qu'elle n'avait pas la même expérience puis elle n'a pas eu la même carrière après non plus, fait que c'était super intéressant. J'en oublie dessus, il y en a plein, là, mais... Ben, tu sais, moi, je pense à Sarah Perrault au Débrouillard. Oui, ça a été pas hyper parlé des brouillards marquant parce encore. que... Comment? Non, mais continue, je dis, on n'a même pas parlé des brouillards encore. C'est tellement massif là, comme. Ben, c'est ça, mais tu sais, tu parles avec cette femme-là qui a été recherchiste, puis chef recherchiste sur les débrouillards, sur l'émission, qui travaille encore au magazine aujourd'hui. C'est une super belle entrevue. Puis là, à un moment donné, on ouvre la porte de Marie-Soleil Touga parce que nous, dès le départ, on sait qu'on veut faire un hommage à Marie-Soleil Touga dans le livre. Puis ça a été... Je sais pas à quel point elle s'est ouverte sur cette perte-là dans sa vie, mais j'ai l'impression qu'on a juste ouvert une porte qui a pas été ouverte souvent de son bord, puis ça a été très dur pour elle de reparler de ces moments-là. De reparler de la perte de Marie-Soleil Touga. Puis quand t'as quelqu'un qui dit 25 ans plus tard, jamais de ma vie je vais accepter que cette femme-là soit décédée, tu fais tabarouette, ok, on est dans quelque chose de gros puis de puissant, tu sais. Puis là, j'ai compris. Je savais déjà qu'on tenait quelque chose de bon, Simon puis moi, mais j'ai un peu compris. OK, le livre va parler à un autre niveau à beaucoup de monde parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont décédés avec les années. Ouais. Puis ça a été un choc. Juste Touga, ça a été un gros choc là, pour le jeune. Les jeunes en 97, 27 ans. Et il n'y a jamais rien eu pour les jeunes de fait
pour ou par rapport à Marissa Touga, j'ai l'impression qu'on s'adressait toujours aux adultes quand elle est décédée. Puis dans mon cas, c'est important pour Simon aussi, je suis sûr de dire non, dans notre livre, on va faire quelque chose qui va s'adresser à notre génération, à ce public-là, pour leur dire hey, t'as perdu cette vedette-là, mais voici ce que les gens en disent, puis ça, c'est pour toi qu'on l'écrit. Ben, pour nous autres, pour les gens de notre âge, c'est même pas l'idée de faire un deuil. Je pense que le deuil il est quand même fait, mais juste pour dire, ok, il y a quelque chose qui s'adresse à moi par rapport à cette perte-là qui a été un traumatisme pour beaucoup de monde. Ouais. Puis on a fait le même traitement aussi pour Pierre Claveau qui faisait Monsieur Giroux, mais l'impact est différent parce que Marie-Soleil, ça a été une commotion que tout le monde a vécu en même temps, tandis que Pierre Claveau, c'est de quoi que tout le monde a appris graduellement au fil des années, mais ce que j'ai trouvé beau avec Sarah Perrault aussi, c'est qu'elle a beaucoup parlé pour Marie-Soleil d'une certaine façon. Tu sais, il y a beaucoup d'anecdotes qu'elle nous racontait qui impliquaient Marie-Soleil Touga, puis malheureusement, de ne pas pouvoir l'interviewer, c'est plate à dire, mais c'est un trou pour nous, parce que c'est sûr que ça aurait fait une super belle entrevue, puis mais on a vraiment pris la peine qu'elle soit omniprésente dans le chapitre des débrouillards, mais pas par rapport à la vedette, pas par rapport à ce qu'elle projetait publiquement, vraiment celle qu'on a vue dans les débrouillards, puis d'être le plus proche de l'humaine qu'elle était dans les propos racontés. Moi, je serais pas surpris. Si elle serait encore vivante aujourd'hui, je pense qu'elle serait... Puis vous le soulignez dans le livre, productrice, réalisatrice, probablement animatrice à la télé, encore à la radio. En fait, moi, de mon point de vue de jeune, 27 ans, c'est vieux quand t'as genre 8. Quand t'as genre... Non, j'étais plus vieux que ça. 14, whatever. Mais elle avait de la drive comme une adulte de genre 50 ans, quelqu'un qui avait traversé des épreuves, puis elle avait même pas 30 ans quand elle est décédée. Pour l'anecdote, je travaillais à un moment donné chez Québec Cinéma, puis la directrice artistique, Diane, à un moment donné, elle me parle du décès de Marie-Soleil Touga, qui est décédée en avion. C'est elle puis son copain qui était pilote, Jean-Claude Lauzon. Ils sont tombés, ils ont fracassé une colline, une montagne, je pense. L'avion s'est décrassé une montagne. Mais elle était amie que Roson. Puis Diane. Et elle me montre son téléphone cellulaire, elle dit « Ça, c'est son numéro. À chaque fois que j'ai un nouveau téléphone, je transfère son numéro de téléphone. Je ne suis pas capable de l'effacer. » Tu y parles plus, ce numéro-là est adressé à quelqu'un aujourd'hui, d'autres. Elle dit « Je suis pas capable de l'effacer. » Fait que je pense que dans le milieu artistique aussi, il y a eu un gros impact. Puis, écoute, jeune, c'était terrible de voir juste Patrice Lécuyer en conférence de presse s'effondrer devant les photographes puis les journalistes. Il y a eu comme un... C'est bizarre, je sais pas si c'est une réalisation de la mort quand t'es jeune, quand tu vois Marie-Soleil Touga qui était tellement pleine de vie, mais il y a quelque chose de terrible qu'une flamme aussi forte se soit éteinte si rapidement. Ouais, c'est pas une perte de... c'est pas une perte d'innocence, mais comme tu dis, c'est de dire, mon Dieu, la vie arrache un élément tellement positif et qui a de l'air sain pour tout le monde, pour tout le milieu. Puis tout le monde en parle, tu sais, puis je pense pas que les gens exagèrent en parlant de sa bonté, sa générosité, tu sais, puis il y a personne qui nous a vraiment sorti des grands défauts qu'elle avait, parce que c'était une fille qui avait de la drive, qui savait où elle voulait aller, qui voulait le bien de tous et le bien commun. Puis je pense que si cet accident-là était pas arrivé, le paysage médiatique québécois serait pas le même aujourd'hui par sa présence. Ouais. On serait pas dans le même mode dans lequel on est en ce moment. C'est rare, je sais pas à quel point c'est vrai, le fait que je m'avance sur une spéculation, mais moi j'ai parfois le sentiment que certains membres de la communauté artistique, des communications sont fake. C'est ce qu'on appelle des faux fins. Ils projettent une image de gens qui sont près du peuple. Puis j'en ai rencontré moi à l'époque de Musique Plus, puis c'est assez déconcertant quand ça t'arrive. Mais il y a des gens, au contraire, surtout de cette époque-là de la télévision, j'ai l'impression que c'était pas des gens qui voulaient une carrière en télé, ils voulaient être des communicateurs. Ce qui est très différent d'être une vedette qui fait de la communication. Puis Marie-Soleil Touga, elle incarnait un peu ce personnage-là médiatique qui n'existe plus je trouve, dans le champ télévisuel. D'ailleurs, c'est elle qui a amené Grégory Charles à l'émission, right? C'est grâce à elle que Grégory Charles s'est joint au Débrouillard, non? Oui puis non, elle était déjà impliquée dans c'était déjà, dès le début, c'était elle qui allait animer, mais à un moment donné, on fait des entrevues pour trouver un co-animateur. Puis ils s'étaient jamais vraiment rencontrés, les deux. Ils se connaissaient un peu mutuellement par
un peu par réputation. Mais c'est quand ils ont fait les auditions, ils ont vu tout de suite qu'il y avait une complicité, ils ont vu qu'il y avait quelque chose avec ces deux animateurs-là, puis immédiatement, ils sont devenus de grands amis, comme si ça faisait des années qu'ils se connaissaient. Là. Des fois, il y a des rencontres comme ça que ça s'explique pas. Là. Tu connais la personne depuis 2 semaines, puis on dirait que ça fait 4 ans. Ouais. Ouais, mais c'était Diane Englund qui l'avait vu dans un reportage sur les petits chanteurs. C'est ça. Puis elle avait fait « Hey, je le trouve intéressant, ce gars-là. » Puis lui, il enseignait au décrocheur. Il enseignait, tu sais, puis c'est quelqu'un qui a enseigné toute sa vie, Grégory Charles. Encore aujourd'hui, il enseigne. Puis je pense qu'il est encore dans les chorales, je sais plus. Simon Predge a été un de ses membres de sa chorale. Simon Predge nous a fait un beau témoignage sur les zigotos. Parce que Simon Predge a chanté le thème et dans la chorale des enfants qui chantent les zigotos. Oh my God. Puis il avait quoi, 9 ou 10 ans peut-être. Ouais. Et il trouvait les paroles tellement niaiseuses. Mais il a participé, pour les gens qui ne savent pas de qui qu'on parle, c'est un ami qui est aussi animateur du podcast de Ars Moriendi, puis il est à Frisson TV, où Guilla et moi, nous sommes. Là, finalement, on fait partie du même écosystème. La grande famille frissonneuse. Exactement. Ouais, OK, on va utiliser ça. Mais il y a un extrait où Grégory Charles, ça on l'a vu jadis, ça fait longtemps, mais il animait... Que le meilleur... Gang. Et Simon Predge est le premier à perdre. Puis il sait pas c'est quelle journée que Noël tombe. Il dit le 24 puis c'est le 25. Puis Grégory Charles le roast. Comment ça a été de jaser du décès de Marie-Soleil Tuga avec Grégory Charles? Ben, je te dirais qu'il a été très... Ça n'a pas été difficile de l'amener dans ce terrain-là, mais il faut le dire quand même. Tu te dis, OK, on fait un livre sur Canal Famille, on parle des débrouillards. Il est préparé mentalement à se faire parler de Marie-Soleil dans un contexte comme celui-là. Mais ça n'a pas été difficile. Puis on a posé une question, il est parti, il a parlé pendant 15-20 minutes de Marie-Soleil. Puis nous, on écoutait. Puis on était fascinés par ce qu'il disait carrément. Là. Ça a été un beau moment de... Est-ce qu'il est encore endeuillé aujourd'hui? C'est la partie que je trouvais intéressante, c'est qu'il dit qu'il y a des jours où ça passe bien, puis encore des jours où c'est très difficile de vivre avec cette absence-là. Mais à tous les jours, il pense. Tous les jours, il y a une pensée pour Marie-Soleil. Ouais, il peut pas passer 24 heures sans penser à elle. Juste par rapport à Richard, puis j'aimerais ça que Simon la raconte, l'anecdote de quand on est arrivé, la première question qu'on lui a posée, parce que ça peut pas être dans le livre, mais c'est savoureux. À chaque entrevue qu'on commençait, on posait la question, c'est quoi les émissions jeunesse qui t'ont marqué? Pourquoi on demandait ça? C'est que ça leur fait travailler un peu leur mémoire, puis sans le dire, ils comprenaient pourquoi on faisait ce livre-là. Tout de suite, ça les mettait dans un état d'esprit que, OK, fait qu'on arrive, d'habitude, la question, on la pose, ça prend 1 minute, ils ont fait le tour, on passe à autre chose, puis on cachait pas que ça allait pas dans le livre, là. C'était juste une petite question pour se mettre dans le bain. Puis là, Grégory Charles, il part. Moi, je me levais le matin à 7h, là, puis là, j'écoutais le dessin animé des Avengers. Puis là, il prenait ses 2 mains, puis là, il faisait la toune, il chantait la toune, puis ses mains il pianotait dans le vide. Mais tu sais, moi, j'en joue un peu là, du synthé. Je le regardais, je fais tabarnak. Il la joue pour vrai, là. Le gars a un clavier invisible dans sa tête, puis une toune qu'il a peut-être jamais joué de sa maudite vie, il est capable de t'la jouer dans le vide. C'était fascinant. Puis là, après ça, il fait « puis là, j'écoutais Radio-Canada, c'était Bagatelle. » Puis là, il part, puis il fait la toune de Bagatelle. Puis là, il a fait dans le vide, ça continue, mais c'est de même pendant 20 minutes. Il nous a fait le tour de tout ce qu'il regardait, puis avec les heures précises. C'était... Pour vrai, c'est savoureux comme moment. Tu regardes ça, pis là, tu vas avoir l'air professionnel. Fait que tu ris pas, tu passes pas de commentaires. Dans ta tête, t'es comme tabarnak, c'est quoi qu'on est en train de vivre là? Qu'est-ce qu'on vient d'ouvrir comme porte là? Moi, j'ai tellement aimé qu'il a dit à telle heure, c'était la version en français de Iron Man. Tony Stark, il est l'homme de fer. Il est en train de chanter le thème de Iron Man? L'ensemble de la culture populaire. Ouais, l'ensemble de la culture populaire. Ouais, c'était quelque chose. Puis nous autres, dans notre tente, on est comme, hey, Grégory, il est occupé, là. On lui a demandé 1 heure et demie. Ça fait 20 minutes, hostie, qu'il chante des tunes. On avait peur de pas avoir le temps de faire le tour de nos questions, mais finalement, on a pu faire le tour. Il a été très généreux, c'était le fun.
Petite question combinée, parce que vous avez écrit le livre à deux. C'est comment écrire un livre à quatre mains? Comment ça se passe? Puis comment Québec-Amérique vous a appuyé là-dedans? C'est très motivant, en fait, surtout d'écrire avec Simon, parce que c'est un bourreau de travail. Je pense pas... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a fait rire. Un bourreau de travail. Le travail, Non, c'est pas dans ce sens-là. Un bourreau de travail, c'est quelqu'un qui est travaillant, c'est quelqu'un qui se donne à 100% son J'ai travail. C'est l'image que j'ai eue, genre, quand je te fouettais. Ah oui, je travaille, mon esti. Ah oui, travaillez, vous dormirez quand vous serez mort. Belle histoire, hein? La fille de même. Là, il est assez tard, on va te coucher, bonsoir. Mais non, Simon, je comprends. c'est hyper motivant. Puis, tu sais, Simon est tellement motivé, pis tout ça, que ça, tu sais, c'est un cheerleader naturel, on va le dire comme ça, plus qu'un bourreau de travail. Mais, tu sais, dans la technique d'écriture, c'est que nous, chacun de notre bord, on écrivait, on faisait toutes les recherches, on faisait la retranscription des entrevues, ce qui était super long à faire. Et calissement de la merde, mais bon, c'est le bout que j'essaie de jeter au vidange, là. Je veux pas me rappeler de ça. C'est ça, mais une fois que ça c'est fait, ben là tu commences à faire ton plan de travail pour le chapitre, puis on se divisait chacun les chapitres, c'est ok, ben toi tu vas faire tel, moi je vais prendre tel. Des fois en fonction des intérêts, des fois en fonction de ce qu'on avait envie le plus de faire. Moi, je pars de mon bar, j'écris le chapitre. Simon part de son bar, il écrit le chapitre. On s'envoie ce qu'on a écrit. On passe en revue, on corrige les affaires, on ajuste des phrases, on ajuste des faits. On rajoute, on coupe, nanana. Puis après ça, on lisait le chapitre à voix haute au complet. Et dès qu'il y avait un mot, une phrase, un paragraphe qui accrochait, ça voulait dire que c'était à refaire. Ouais. OK. Parce que, puis tout le livre, vous pouvez faire le test, mais tout le livre peut se lire à voix haute et ça reste compréhensible. Ouais. Parce qu'on le sait Très qu'on fluide. s'adresse pas. Ouais, parce qu'on le sait qu'on s'adresse pas nécessairement à des gens qui. Pas qui lisent peu, mais des gens qui vont peut-être lire moins souvent. Puis des gens qui vont peut-être pas toujours acheter des livres. Donc il fallait que la lecture soit la plus digeste et simple. On peut pas s'embarquer dans des grandes phrases, puis dans des grandes métaphores, puis dans toutes sortes d'allégories, puis tout ça. Ouais, c'est très straight to the point, votre livre. Mais moi, c'est ce que Exactement. j'ai aimé. Puis en même temps, on s'adresse à un sujet qui est tellement opaque, dans le sens, pas juste en termes de quantité, mais si tu n'as pas connu Canal Famille, tu sais, le livre comme tel, je pense qu'il y a un intérêt là, d'un point de vue historique, mais il n'y a pas le même que si tu essaies de renouer avec la chaîne que tu as connue quand tu étais jeune. Puis il faut que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle rapidement et simplement. C'est pour ça qu'à la fin, il y a un petit glossaire, un petit lexique avec des termes plus précis de télévision, parce que c'est sûr que chroma key, fond vert, tout ça, ça dit pas grand-chose à tout le monde. Même un producteur, un réalisateur, les gens confondent les deux, c'est pas tout le monde qui comprend ce que c'est, puis un réalisateur en télé, c'est pas la même chose qu'un réalisateur de film. Fait qu'il faut que tous les termes soient simples et compréhensibles. Mais c'est ça, Simon et moi, on relisait au complet le chapitre, on le retravaillait jusqu'à temps qu'on se dise « Ok, là, on a une bonne version, qu'on puisse l'envoyer à notre éditeur. » Puis que lui nous revienne avec des notes pour qu'on puisse toujours améliorer. Fait que les autres, ils vous ont appuyé dès le départ. Comment vous êtes allés les chercher? Ce qui est arrivé, c'est que nous, on a interviewé très tôt dans le processus Tristan Demers, parce que lui, il avait créé Gargouille quand il avait 10 ans, puis 2-3 ans après, Gargouille est devenu le porte-parole de TVJQ. Ouais. Donc, on l'avait interviewé pour parler de ça, puis lui, il a connu un peu les débuts de Canal Famille et tout ça, fait qu'il était bien intéressé par notre projet. Puis, comme fait, puis avec qui vous allez publier, tout ça, on n'est pas rendu là, tout ça, on commence à écrire un peu. Fait que c'est lui qui a comme fait les démarches, il nous a donné quelques noms, que peut-être eux, puis finalement, il fait « Ouais, non, ça, c'est pour Québec-Amérique, vous les contacterez, tout, ok, parfait. » Puis là, il nous revient comme peut-être le lendemain. Ah, le soir même. Le soir même. Hey, les gars, j'ai parlé à quelqu'un chez Québec-Amérique qui vous attend telle date, telle heure. Wow, nice, le lien était fait. Fait que ça s'est fait tout ça. On les a rencontrés. On a monté un document d'à peu près 9-10 pages pour expliquer grosso modo c'est quoi Canal Famille, c'est quoi notre projet, pourquoi on veut faire ça. Puis on leur a proposé ça. Puis ils étaient très intéressés dès le départ. Puis ça n'a pas été long. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a eu ça, c'était en novembre 2019. Fait qu'on c'est à peu près 6 mois qu'on travaillait sur le projet.
Puis après ça, il y a eu la pandémie, il y a eu bien des affaires, fait qu'on leur a comme pas parlé pendant 1 an et demi. Ça a juste été sur la glace pendant 1 an et demi. Puis quand on s'est senti qu'on était au moment de OK, là, on peut les relancer, on est rendu assez loin pour se mettre à travailler avec eux, on les a relancés, on a fait une rencontre. Puis ça a été OK, parfait, on va vous faire signer un contrat, puis on va de l'avant, on vous donne jusqu'à telle date pour finir la V1. Puis après ça, on est tombé en édition. Puis l'édition, ça a été du back and forth, là. Mhm. Puis notre éditeur, Éric Saint-Pierre, il a été vraiment fantastique parce que on a vraiment eu une super belle collaboration, puis il était très ouvert à nos idées. Puis Québec-Amérique a censuré rien pantoute. On a vraiment fait le livre que qu'est-ce que nous on voyait. C'est juste qu'il nous poussait dans certaines directions en disant ça pourrait être plus clair, plus travaillé, mais il nous poussait vraiment dans la direction où est-ce que nous on voulait aller. Fait que ça a été 3-4 fois qu'on s'est renvoyé le texte. Puis il nous avait dit que pour vrai, je pense qu'on doit s'être sauvé 1 ou 2 back and forth dans le voyage parce que Guy et moi, on avait déjà fait un processus d'édition avant, juste entre nous deux. Donc, on leur a facilité la job un petit peu. Puis ça a été vraiment le fun, en fait, de travailler avec Québec-Amérique. Je tiens à le dire avec Audrey Gardia aussi, qui a fait le graphisme. Oui, très bel job, incroyable. Oui, puis en plus, pour l'anecdote, elle est d'origine française, donc elle a jamais écouté Canal Famille de sa vie. Ah ouais, donc, OK. On lui a envoyé des liens YouTube, on lui a envoyé une espèce de longue liste de pistes, là, de dire, OK, telle émission, tu sais, comme Radio Enfer, faire passer un éclair d'une page à l'autre, tu sais, de mettre des petits rappels à ces émissions-là. Donc, on lui a donné quelques pistes, puis elle est partie de son côté, puis elle a pris des initiatives, elle s'est approprié un petit peu qu'est-ce qu'on voulait, puis ça a donné un travail vraiment incroyable. Donc, je tiens à ce qu'on les remercie pour leur travail. Il y a une constance dans la structure du livre, mais il y a une diversité, je trouve, au niveau des approches graphiques qui fait que c'est un livre vraiment unique. J'adore le mix, puis peut-être qu'en fait, ça vous a aidé d'avoir quelqu'un qui ne connaissait pas Canal Famille parce qu'elle a pu approcher ça avec une tête complètement... elle n'avait pas de préjugés par rapport à la chaîne. De pas chercher, puis ça aurait été correct que quelqu'un impose des idées, mais de pas... Tu sais, d'arriver en disant « Hey, moi, je ne connais pas ça, tout ce que je peux faire, c'est être à votre service. » Plutôt que de faire quelqu'un qui dirait « Ouais, mais moi, ma vision de ce show-là, c'est pas ça, fait que je vais le faire de cette façon-là, qui pourrait rencontrer... » Je pense pas que ça serait arrivé, mais tu sais, il y a toujours possibilité. Ouais. Moi, ça, pourquoi je remercie énormément Québec-Amérique, c'est que le livre, tu l'as dit dans le dernier épisode des Mystérieux Étonnants, Benoît, mais il est très dense, il y a énormément d'informations. Ah, c'est incroyable. Puis, à aucun moment, Québec-Amérique nous a dit « Ah, il faudrait couper. » Non, on peut pas faire un livre de 300... Tu sais, il est 360 pages, le livre. Il est énorme, il est gros, tu le prends dans tes mains, il est lourd. Oui. Puis, à aucun moment, ils nous ont dit « Non, on peut pas aller là. » Puis, non, on peut pas faire ça. Puis, « Hey, il faudrait couper. » Puis, « Hey, telle émission, enlevez-la parce que ça intéresse personne. » Ils ont respecté 100% de ce qu'on voulait faire. Ils ont compris c'est la zone. C'est même eux qui, des fois, qui nous disaient « Hey, rajoutez-en un petit peu ici, ça va être intéressant, telle affaire. Vous pouvez en mettre plus. » Au lieu d'être dans l'idée de couper, parce que il aurait pu nous dire « Hey, Galaxy, c'est 15 pages, ça pourrait-tu être 9? » Il aurait pu. Mais ils ont compris que c'était important pour beaucoup de monde, puis pour toutes les choses, ça a été ça. Je vais même dire, je pense que ça va créer un précédent parce que dans une province pour laquelle on a le slogan « Je me souviens », on se souvient très peu des choses qui ont passé, puis on a de la misère, on dirait, à célébrer ce qui a déjà été fait. On dirait qu'on est gêné, surtout au niveau culturel. Puis particulièrement en ce qui concerne une chaîne de télé. Je m'aurais attendu un livre comme ça aux États-Unis, mais au Québec, c'est comme une curiosité. Alors j'ai l'impression que peut-être dans les années prochaines, il va peut-être avoir un livre sur TQS, puis ce qui s'est passé avec TQS, la naissance de TQS, ou en tout cas, des genres de livres comme ça qui vont rappeler les moments importants de la télé au Québec. On tire à la fin, là, je sais, messieurs, on arrive à presque 2 heures. Mais je voulais parler un peu de la transition de Canal Famille vers VRAC, ce qui a amené les décisions d'un point de vue corporatif. Puis qu'est-ce qu'on a perdu avec Canal Famille qui finalement a grandi, mais on a perdu quelque chose. Là. Je te dirais que sur le coup, quand Canal Famille est devenu VRAC, c'était la même maudite affaire, mais avec pas le même habillage. C'est-à-dire que le contenu qui marchait de Canal Famille a continué d'être diffusé à VRAC, puis le nouveau contenu de VRAC allait juste plus loin dans la tranche ado que Canal Famille allait pas.
Donc, c'était juste un vieillissement naturel. Je pense que le moment où est-ce qu'on a commencé à en perdre, c'est peut-être au tournant des années 2010, où est-ce que là, Vrac s'est mis ben même un peu avant, mais tranquillement, il y a vraiment eu le niveau de contenu québécois a beaucoup décliné très graduellement. Je me souviens, déjà en 2005, le monde disait qu'il y a moins de contenu québécois à Vrac, mais ce qui n'était pas vraiment vrai, parce que la différence, c'est que Canal Famille faisait plusieurs émissions avec moins de budget, puis des émissions qui duraient moins longtemps, qui duraient 2 ans, 3 ans, 4 ans, tandis que Vrac, quand il y avait une formule gagnante, comme Une grenade avec ça, comme Il était une fois dans le trouble, il faisait 10 ans avec. Donc, oui, il y a moins, entre guillemets, d'émissions, mais les émissions québécoises duraient plus longtemps et avaient plus d'épisodes. Donc, pendant un bout, il y avait quand même encore beaucoup d'investissements, mais il a fini par avoir un déclin. Je te dirais peut-être autour de 2011-12 environ. Puis il y en a eu un autre déclin par après. Puis, ouais. Pourquoi ils sont passés à Vrac? Qu'est-ce qui a motivé la décision? Est-ce que vous le savez? C'est relié à l'arrivée de Télétoon en 97, où le public a déserté le Canal Famille. Ils ont perdu quasiment le 3/4, si je me souviens bien, de leur auditoire. La moitié. Ou la moitié facilement. Quand même. Puis là, il y avait... Mais tu sais, c'est sûr que tu arrives avec une chaîne où t'as des dessins animés 24 heures sur 24, mais tu sais, t'as Caillou qui attire énormément. Il y avait des Sons-Tritons au début, mais c'est ça, surtout, t'as les Simpsons. T'as un public vieillissant, puis t'as les Simpsons sur l'autre chaîne qui jouent 2 fois par soir. T'as South Park, t'as plein de shows qui finissent par arriver, Henri pis sa gang, puis ça ferme pas. C'est ouvert 24 heures, fait que peu importe l'heure à laquelle tu l'allumes, il va y avoir de quoi, contrairement à Canal Famille qui va fermer à 7 heures, 8 heures la fin de semaine, et big deal, tu sais. Fait que ça a comme encouragé un petit peu le déclin de Canal Famille, puis ils ont fait OK, il va falloir qu'on se revire de bord, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que notre public est vieillissant, notre public est de plus en plus ado, on veut les garder de notre côté, puis ça a vraiment été, on rase tout, puis on repart à zéro. Pas 100% à zéro, parce qu'il y avait des émissions qui avaient traversé, mais on repart à zéro au niveau de l'identité. C'est ça. Au niveau du contenu, ils ont gardé ce qui marchait, puis ce qui marchait pas, ils l'ont flushé, carrément. C'est ça. Donc, tu passes d'un habillage où le fond est blanc, un arbre qui est rendu là est bleu et vert, qui est très gentil, très propre, Canal Famille, puis là, ça change avec un gros logo rouge-orange, une petite bébête bleue qui a des petites dents, puis avec des petites antennes, qui peut grogner, qui peut avoir des émotions. C'est marqué en gros Vrac TV sur un fond noir. Tu peux pas être plus à l'opposé qu'une chaîne qui s'appelle Canal Famille. Oh, ils se sont vraiment véritablement rajeunis à partir de ce moment-là. Puis c'était vraiment volontaire. Là. Ils se sont dit plus on est loin de Canal Famille, mieux c'est. Ouais. Donc, ça avait fait son temps. Je pense qu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire avec la chaîne. Oui, puis Simon et moi, on les a lus, là, toutes les théories du public de pourquoi ils ont fermé Canal Famille. Puis il y a des théories du complot qui existent sur pourquoi le Canal Famille a fermé. Of course. Les méchants astrales, ils ont acheté premier choix, puis leur but en achetant premier choix, c'était de tuer Canal Famille. Oui. Il y a des théories borderline antisémites de pourquoi Canal Famille a fermé. Je te le jure. Je suis pas surpris, man. L'humanité me déçoit. Non, c'est il y a des gens qui ont pas passé à autre chose. C'est ironique parce que oui, on a écrit un livre là-dessus, mais on est très conscient que Canal Famille a fait son temps puis qu'il y a autre chose après. C'était bien le fun, là. Il y a des choses de Canal Famille sur lesquelles on peut s'inspirer pour l'avenir, mais le but, c'est pas en faisant le livre de faire « Hey, on veut que Canal Famille revienne ». Ce serait complètement ridicule. Yeah! Qu'est-ce qui nous laisse? Qu'est-ce qu'on garde de Canal Famille? Qu'est-ce qui perdure encore aujourd'hui? Ben, beaucoup de carrières. Énormément de carrières. Pas juste des vedettes, mais des gens en télé. Que ce soit du côté des créateurs. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. On l'oublie, mais oui, on dit, OK, oui, ça a mis des acteurs au monde, mais ça a mis des réalisateurs au monde, des directrices de production qui sont devenues productrices. C'est des musiciens, tous les techniciens, les caméramans, les preneurs de son, ils ont commencé leur carrière là en étant payés plancher, le plus bas que tu peux être, qui maintenant ont des super belles carrières. Ils ont ça a vraiment été un laboratoire créatif puis une pépinière de talent autant devant que derrière la caméra.
Puis sinon, plus largement, ce qui nous reste, c'est 2 émissions cultes qui ont traversé les générations, qui ont traversé les époques. Radio Enfer et Dans une galaxie près de chez vous ont marqué des gens qui n'ont pas connu Canal Famille, des gens plus jeunes, des gens plus vieux aussi. Puis au Québec, des succès cultes, on n'en a pas des tonnes. Je te disais qu'on en a une dizaine, une douzaine. Ben, dans cette douzaine-là, il y en a 2 qui viennent d'une chaîne spécialisée, puis c'est pas mal les 2 seuls. Quand tu regardes ça, les autres succès cultes viennent de Radio-Canada, de TVA, de Télé-Québec, pas vraiment, un peu. Dans le cas de Passe-Partout, mais en dehors de ça... Ramdam, c'est culte pour une tranche Robin très précise. Stella, c'est ça. Disons culte deuxième niveau, parce que il y a culte comme que multigénérationnel, là, que tout le monde connaît ou qui a une réputation comme La Petite Vie, comme Les Invincibles, c'est culte pour un public plus large que, disons, 9-12 ans. Ça leur a tissé beaucoup. Ramdam a été culte, Watatata a été culte, mais c'est plus ciblé à un âge, mais c'est quand même fou que Canal Famille ait mis 2 émissions cultes au monde. Puis même 2,5, parce que Bibi et Geneviève, c'est quand même un personnage culte, Bibi, il faut quand même le souligner. Est-ce qu'il y a eu conclusion à l'histoire de Bibi? Parce que moi, je me souviens quand Bibi a quitté pour retourner sur sa planète, puis après, il a eu les émissions concours avec le maudit extraterrestre français que personne n'aimait, là, qu'on se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Geneviève est partie, ils sont revenus utilement, pas sous forme de POG, mais sous forme de série plus ado. Puis cette série-là, c'est glauque en maudit. Bibi revient, puis Geneviève est partie, elle a déménagé, elle n'est plus là. Est-ce que savez-vous s'il y a eu conclusion au cycle de l'histoire de Bibi? Puis si on ne le savait pas, on demanderait aux auditeurs, parce que je me souviens pas du tout de cette période-là. Je sais comment la série Bibi et Geneviève termine, mais Bibi et Zoé, personne n'a vu ça. Non, personne n'a vu ça. Ça a joué en Ontario devant un public qui s'en fout. Je veux pas être péjoratif, mais tu sais, qui s'en foutait peut-être un petit peu de Bibi et Geneviève. Comparé au Québec, t'aurais joué ça au Québec, puis les gens l'auraient probablement suivi. Mais c'est une série qui devrait quasiment sortir sur YouTube, qui devrait ressortir de l'ombre, parce qu'il y a toute une saison de Bibi et de Bibi et Zoé que personne ne sait que ça existe. Il y a Christian Bégin qui joue là-dedans. Personne n'a vu ça. Puis il y a comme un sous-texte que Christian Bégin joue un personnage qui est gay dans la série. C'est pas clair, c'est pas dit clairement, mais c'est un peu là, tu sais. Wow, Colin. Mais j'aimerais ça voir éventuellement. Je sais pas, j'ai jamais vu cette série-là, mais je serais curieux de voir comment l'histoire se conclut. Puis, si je peux répondre quand même à ta question de tantôt de ce que moi je retiens du Canal Famille, comment ça se transmet aujourd'hui. Puis on en a parlé un petit peu tout le long, mais tu sais, je pense que Les Mystérieux Étonnants, il y a un esprit Canal Famille. Décidérez, je pense qu'il y a beaucoup de podcasts, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs, créatrices qui sont en télévision aujourd'hui, des gens de notre âge, entre 25 et 40 ans, 45 ans, qui ont grandi avec ces émissions-là et qui eux-mêmes ont un certain désir d'amener cet esprit-là chez les jeunes encore aujourd'hui. Mais pas que les jeunes, je trouve qu'il y a même des émissions pour adultes. Si vous regardez, ça va avoir l'air weird peut-être pour les gens qui connaissent moins le show, mais si vous regardez Le Tricheur avec Guy Jodoin, je trouve que c'est encore 100% l'esprit Télépirate et par extension le studio. Un moment donné, Guy Jodoin, il pose une question sur Tomb Raider. Genre, quel est le nom de l'héroïne de Tomb Raider? La réponse est Lara Croft. Et c'est Didier Lucien qui descend du plafond habillé en Lara Croft avec le petit top qui remonte. Wow! Ses seins essayent de sortir du top. Non. Mais tu sais, tu fais ça, c'est le genre de niaiserie du Canal Famille. C'est pas une niaiserie de Radio-Canada, c'est pas une niaiserie de TVA. Je trouve qu'il y a ces petits moments-là dans plein d'émissions de télé qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. C'est ça, qui émergent de temps en temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de créateurs et de créatrices qui ont été inspirés, qui ont été nourris par cette télévision-là et qui veulent aujourd'hui le transmettre et avoir l'audace que cette chaîne-là avait.
Je pense que ce qui est intéressant dans le podcast, en tout cas le podcast que moi j'aime bien faire, c'est le côté dérapage contrôlé. On peut aller un peu n'importe où. Il y a de l'improvisation, mais en même temps on est structuré. Il ne faut pas aller à l'extrême. Et ça, j'ai toujours aimé ça. C'est une authenticité que je retrouvais dans Canal Famille. C'est une authenticité qu'on retrouvait aussi dans YTV, où on s'adressait au public, où tu avais l'impression que c'était pas une chaîne qui faisait juste passer une playlist. Il y avait des gens derrière. Il y avait comme un lien. PJ Field, que j'ai mentionné quelques fois durant l'émission aujourd'hui, encore à ce jour sur Instagram, quand il est en entrevue, on lui parle de zones. Je suis sûr que c'est le cas de plein. Je le sais, on l'a lu dans le livre. Il y a plein de témoignages de gens qui ont participé à Canal Famille qui se font arrêter dans la rue. Il y a plein d'anecdotes dans le livre qui relatent ça. Puis je trouve ça manque de cette télévision-là. Peut-être que maintenant c'est au podcast ou dans le vidcast que ça va passer, mais cette époque-là, la télévision est révolue. Peut-être que, tu sais, on en parlait, on va faire une shameless plug, mais Frisson le fait un peu, là, Guy. On le sent que, tu vas commencer tes tournages à l'hiver 2023. Moi, j'ai commencé, Simon Prêtre, je fais ses trucs aussi. Il y a un aspect très DIY où on fait peu avec beaucoup, puis il y a de l'amour puis de l'expérimentation, puis on a un peu laissé... On fait beaucoup avec peu, tu veux dire. Oui, tu dis le contraire? Ouais. Bon, tu as compris ce que je voulais dire. Mais on fait... Oh, merci, c'est gentil, ça, Guilla. Alors, Guilla, bon, ben c'est ça, on va finir là-dessus. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a de quoi de fun puis de pur dans le fait que c'est un peu broquette. C'est ça que j'aime, puis on s'en ennuie. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Y a-t-il un dernier truc que vous voudriez qu'on rajoute avant de se quitter? C'est quoi la suite là, pour vous? Vous allez faire des entrevues? Vous allez probablement faire la tournée des médias? Ouais, tournée médiatique, radio, journaux, surtout, on a déjà commencé. Il y a d'autres podcasts, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas d'autres podcasts. C'est vous les derniers. Il n'y en aura plus d'autres après. Mais ça va être beaucoup ça. Il va y avoir... Bon, nous, on a notre lancement chez Québec Amérique avec les gens qu'on a interviewés qui ont travaillé sur le livre dans 2 jours. Mais le 8 octobre, à la Maison de la Culture Maisonneuve, on organise un party de lancement pour souligner la sortie du livre. Tout le monde est invité. Les billets sont gratuitement... En fait, il faut payer les frais de service. C'est 2 piastres. Tu vas chercher ça sur le site de la Maison de la Culture d'Hochelaga Maisonneuve. Puis on va avoir un quiz où est-ce que les gens vont pouvoir s'inscrire. Puis on va piger au hasard des participants pour venir participer à un quiz sur Canal Famille. On va avoir le groupe Les Costauds qui va interpréter une 12aine de génériques marquants de Canal Famille. Puis on va avoir un concours de costumes, puis séance de dédicace avec les auteurs. Ça va être vraiment un beau petit party pour se retrouver, puis souligner la sortie du livre avec nos amis, puis des gens qu'on connaît pas, qui veulent venir nous voir, puis ça va nous faire plaisir de les accueillir. Puis la Maison de la Culture de Schlaga, c'est vraiment une belle place. Là. On est allé une couple de fois, puis c'est vraiment incroyable. Donc le lancement, ça c'est le 8 octobre, mais le lancement c'est le 28. Vous n'avez pas une série de signatures le 26 lundi? Non, le 26 c'est le lancement, mais c'est un lancement privé. Privé, ok. Ouais, c'est sûr. Donc on dévoilera pas où est-ce qu'on va faire ça, mais... Ben non. On a invité, tu sais, c'est un lancement médiatique, lancement avec des personnalités de la chaîne, puis tout ça qui vont venir, participer. Excellent. Ben, on vous souhaite bonne chance, messieurs. Puis écoutez, je l'ai dit en entrée de jeu, je veux que le monde comprenne bien, là, au-delà du fait que je vous connais un peu, surtout Guilla, c'est vraiment une œuvre incroyable, massive, intéressante, qui m'a fait en fait revisiter des souvenirs que je pensais enfouis, oubliés. T'sais, on n'a pas parlé de Cocotte Minute, on n'a pas parlé de les aventuriers de l'espace. Il y a plein d'affaires dont on n'a pas parlé. C'est tout dans le livre. On s'est fait un devoir que ces émissions-là soient là parce que je pense que si d'autres personnes auraient fait un livre sur Canal Famille, ça aurait été les 12 émissions marquantes. Puis voilà. Puis le reste aurait pris le bord. Mais c'est important parce que oui, c'est pas le chapitre, c'est pas la section sur AZ qui va marquer le monde, mais il y a des gens qui vont acheter le livre puis vont faire « Ah, si, j'écoutais ça, c'était bon, j'aimais vraiment ça. » Puis c'est de dire, t'as plein de petits morceaux de même que des gens vont tout vivre quelque chose qui ont l'impression d'être le seul à se rappeler. Puis là, ils vont avoir la preuve de « Hey, ça existait, cette affaire-là, j'ai une preuve. » En feuilletant, j'ai fait comme « Mais c'est un souvenir enfoui, ça? Ça, c'est un autre souvenir enfoui. » Il y a de quoi dans l'image, des fois, qui te ramène, là, tu sais, la princesse astronaute. On n'a pas parlé de la princesse astronaute. Le décor, le studio des débrouillards dans les premières saisons, c'est la maudite émission que le loup. Là. Frippe et Pouille qui était comme tellement... Je peux-tu partager un autre souvenir enfoui de Frippe et Pouille? Dans le premier épisode, ils disent qu'ils n'ont pas de toit. Voilà.
puis après, ils en font un dans les saisons qui suivent. Ouais, c'est ça. C'est une affaire qui se jeune. Mais il avait dit dans le premier épisode qu'il n'y avait pas de toit. J'ai appris pourquoi il dit qu'il n'y avait pas de toit. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien. C'était de la ouate qui était collée sur les murs. Il n'y avait absolument rien qui comme budget de... C'est assez incroyable. C'est vraiment une œuvre unique. Allez vous procurer le livre, les gens à la maison. Vous ne serez pas déçus. Vous allez renouer avec votre enfance puis vous allez apprendre plein de choses. Génération Canal Famille, c'était Guillaume Saint-Cyr et Simon Portenance. Bonne chance à vous. Hey, je peux juste plugger une dernière affaire. Ben oui. Sur le Patreon des Mystérieux Étonnants, on essaie de le faire toutes les semaines avec mes amis Benoît Mercier et Rémi Fréchette. C'est moi, ça. Rémi Fréchette anime le podcast Bifurcation. Puis en ce moment, dans un cycle des Cohen... Ah non, c'est Benoît qui anime. C'est moi. En ce moment, dans un cycle des Cohen, là, la semaine prochaine, c'est Intro Creek, l'épisode sur le meilleur épisode. C'est bon, c'était dégueulasse. Ça va sortir. Et donc... pour le prix de un café par mois. C'est même pas un café, en fait. C'est un petit café chez Tim Hortons. C'est pas un café Starbucks. Pour le prix de un café, vous pouvez suivre le Patreon des Mystérieux Étonnants au www.patreon.com/Jake Dion. Donc... non! Non? Moi, il y a un autre Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est www.patreon.com/lespile-poil. Fait que si vous voulez encourager les Mystérieux Étonnants, allez là. Non, la bonne adresse, c'est /mystérieux E. Ils en échangent. Non, ils en échangent avec des podcasts exclusifs. Ah oui, ça me fait penser, la semaine prochaine, on commence le mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Donc, c'est une série d'activités. Oui, on prend pas de petite pause. Rémi va prendre une petite pause des frères Cohen de temps en temps. Il va avoir des petites apparitions. Mais nous, on va continuer. Je l'ai déjà dit hier sur Discord, mais Guillaume et moi, on va faire quelques épisodes d'Halloween des Simpsons, comme on a fait l'année passée. On reprend au premier épisode. Non, on recommence pas au premier épisode. Mais il y a une série d'activités virtuelles là, qui aura lieu là, sur le Patreon des Mystérieux, sur Discord, et toutes les émissions, les épisodes de cette année, durant le mois, ils ont une thématique de Halloween-esque, donc une BD ou un truc inspiré de l'Halloween. C'est un gros mois chargé, donc ça commence la semaine prochaine. Y a-t-il un concours? Non, il n'y a pas de concours. Écoute, non, il n'y a pas de concours. On va se laisser sur un truc, par exemple. On va se laisser là-dessus. Et on va conclure avec ça.